Salut tout le monde, bienvenue à Sous Tension, le show pour les entraîneurs et les passionnés de fitness présenté par l'Institut du fitness et de la transformation. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon collègue Vincent. Bonjour Vincent. Et Mario Chaput, naturopathe agréé. Exactement. Merci d'être là. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Vincent, je sais que Mario, c'est un invité important pour toi. Oui, vraiment. Mario, il n'aime pas la flatterie, mais je vais commencer quand même avec ça. Moi, j'ai commencé dans le domaine de la naturopathie à cause de Mario. J'avais été engagé... je me sentais imposteur, disons, au début, parce que je travaillais moi, dans le domaine de l'entraînement, préparation physique, puis le propriétaire d'un magasin d'aliments naturels qui était un panier santé à l'époque, m'avait engagé pour m'occuper de la nutrition sportive dans son magasin et je connaissais à peu près juste ça. Puis là, à un moment donné, je suis rentré dans le magasin et je disais, il y a beaucoup de produits ici, il y a beaucoup de choses. Puis je connais pas grand-chose. Puis là, j'ai rencontré Mario dans le corridor. À un moment donné, je disais, hey, Mario, j'aurais une question sur un produit. Puis cette discussion-là durait 1h30 à peu près. Ah oui. On avait parlé. Puis là, j'ai fait, OK, je connais rien, finalement. Fait que de fil en aiguille, tu m'avais référé des livres de, comment il s'appelle, Murray Pisorno à l'époque. Oui. J'avais lu là-dessus. Oui. Puis là, je lisais. Puis là, je me disais, OK, ça me prend plus que ça. Puis j'ai commencé mes études en naturopathie parce que j'ai été inspiré de Mario. Fait que sans être un mentor, t'es une grande source d'inspiration pour moi, là. Fait que j'étais vraiment content que tu puisses être là aujourd'hui puis nous parler parce que je trouve que tu incarnes bien ce que c'est que la naturopathie. Okay. C'est le bout de flattage, là. On va parler d'autre chose. Super. Ouais. Cool. Vraiment, toute une chance d'être là. Merci beaucoup. Plaisir. Fait que Mario, sans plus tarder, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours parce que ce que j'aime aussi, on en parlait hors d'onde, t'es vraiment l'exemple aussi de walk the talk. Là, dans l'entraînement, il y a beaucoup de gens qui ont des opinions. Dans la nutrition, c'est la même chose. Et l'opinion vient souvent de comment je pourrais dire, d'influence, mais sans nécessairement avoir mis les choses en pratique. Fait qu'au-delà de la naturopathie, tu es un athlète aussi. Là. Juste en natation, je pense que tu as appris à nager avant de marcher, quelque chose du genre. Mais moi, je t'ai connu. Appris à marcher sur l'eau. Fait que, puis en triathlon, je sais pas si tu compétitionnes encore aujourd'hui, là, mais je sais que tu as été des masters, champion canadien et tout ça, là, si je me trompe pas. Là, pas champion canadien, mais dans les mètres, là, disons dans les 40 ans et plus, j'ai fait l'équipe canadienne deux fois dans mes catégories d'âge. Donc ça veut dire terminer premier au championnat québécois ou dans les 10 premiers au Canadien. C'est plus facile de terminer dans les 10 premiers au Canadien de ta catégorie d'âge. Donc, les 2 fois, je me suis classé, c'était en faisant ça. OK. Plus qu'être le premier au Québec. Oui, qui est surtout ici au Québec parce qu'on en a un que je le battais quand il faisait un flat, tu sais. Parce que le triathlon, c'est natation, vélo, course. Fait que si le vélo lâchait... de temps en temps, sur le parcours de vélo, je voyais à Pierre, pour pas le nommer, sur l'accotement, en train de changer son flat. Là, je me disais, j'ai une chance. Bon. Puis, dans le triathlon, est-ce que tu faisais les triathlons, t'as-tu fait des Ironman, des choses comme ça, ou tu te spécialisais plus dans le... Là, je compétitionne plus depuis l'âge de 51 ans, qui a été ma dernière saison, juste avant la pandémie. Donc, j'ai pris du gabarit, là. J'étais un 10 livres facile au-dessus là, du poids pour compétitionner habituellement. J'ai quand même un poids santé, je m'entraîne tous les jours encore, mais je compétitionne plus. Mais même avec 10 livres de moins, j'ai pas une masse pour faire du Ironman. Même à 20 ans, j'avais pas une masse pour faire de la course Ironman, qui est une épreuve en triathlon qui dure, pour les meilleurs, là, 8 heures environ. Moi, j'avais vraiment un gabarit pour bien performer en triathlon sprint et en triathlon olympique. Là, pour bien comprendre, olympique, c'est 1,5 de nage, kilomètre, 40 de vélo, puis 10 de course que tu enchaînes un après l'autre. Qui fait pas de ça une épreuve nécessairement beaucoup plus facile qu'un plus long. Faut que tu performes avec des plus hauts. C'est que tu as une intensité que tu gardes pas si tu es sur un Ironman. Puis le sprint, qui bien des fois est encore plus dur que l'Olympique, à mon sens, à moi, qui est 750 mètres de nage, 20 de vélo, 5 de course.
Puis ça, c'est à fond Léon tout le long. Oui, parce que 5 km, la moyenne des gars, ils courent ça dans le 20 minutes. Là, En dessous de 20 minutes. Même rendu là, dans les 45-49 ans, pour gagner un triathlon sprint, il fallait que tu cours légèrement en bas de 20 minutes. Après ton 20 de vélo, puis ton 7,50 de nage. Puis pour quelqu'un qui ne l'a jamais essayé, il faut l'essayer pour comprendre, mais commencer à courir quand tu arrives après un 20 kilos de vélo, pour quelqu'un qui est dans le domaine sportif comme toi, tu comprends que les jambes... Les jambes, ils veulent pas y aller. Là, dans le 5 km, c'est ça, tu n'as pas le temps de t'installer tant que ça. Comme un marathon, c'est épouvantable là, de faire un 42 km en fin d'un Ironman, mais tu as le temps de reprendre un peu. Là, il faut que tu partes quasiment au sprint pendant 5 km après avoir pédalé, qui n'est pas en toute la même mécanique. Là. Pour en avoir entraîné quelques-uns, là, je regardais ça, je me disais, je ne sais même pas comment ils font pour avoir ces temps-là. Parce que quelqu'un qui fait juste de la course, déjà courir en bas de 20 minutes, un 5 km, tu cours. Là. Oui. On s'entend que tu avances. Surtout après 40 ans. C'est ça. T'avances, là. Puis, sinon, ça m'a toujours impressionné de voir la capacité. Puis, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'il y a de plus en plus de gens, sans dire âgés, mais disons, qui sont plus si jeunes que ça, qui performent très bien, en niveau cardiovasculaire. 80 ans à Kona, la plus vieille dame à avoir fini un Ironman. C'est fou, hein? Au championnat mondial de triathlon qui viennent d'avoir lieu à Kona, 80 ans. Fait ça aussi, ça fait mentir certaines choses dans la mythologie de notre domaine. Préserver la masse musculaire, c'est important. On le sait, là, on veut prévenir la sarcopénie, perdre la masse musculaire par l'inactivité physique. Mais être léger et performant, c'est très bon aussi. Là, il y a des gens qui ont un petit gabarit. Si on regarde les gens qui vivent très vieux sur la planète, ils ont une empreinte, moi j'appelle ça une empreinte métabolique très faible. Que tu sois gros de muscles, que tu sois gros de gras, faut que tu l'entretiennes. Puis quand tu regardes dans le sport d'endurance, on voit des gens qui n'ont pas nécessairement une bonne masse musculaire. Fait que moi, ce que j'aime dire, c'est pas tant la grosseur des muscles, c'est le ratio muscle par rapport au reste de ton empreinte. Oui. Tu as une bonne densité osseuse, tu as une bonne masse musculaire, pourcentage de gras qui est bas, puis tu as un cœur qui est très gros pour la masse musculaire que tu vas faire un méchant bois avec ça. Mais 80 ans, je pensais pas que c'était si vieux. Tu roules en modèle économique. Exactement. Un gros moteur pour un petit véhicule, absolument, c'est pas pire. Le contraire, c'est plus dur, c'est mécanique, effectivement. OK, je t'amène, Mario, maintenant, après ça, sur un peu ton parcours professionnel, là, qui est exhaustif. On pourrait parler pendant des heures. Tu as écrit des livres. J'ai été même surpris parce que j'ai retourné voir un peu. J'étais un peu allé saigner sur l'Internet avant de te recevoir aujourd'hui parce que j'en ai lu quelques-uns, là, dont Le sommeil tranquille que tu disais tantôt en riant. Il est excellent ce livre-là parce que je me suis endormi dessus. Oui, je t'agaçais parce que tu me disais que tu les avais pas tous lus, tu avais perdu le fil à un moment donné. Parce que je dis, tu t'es endormi sur le premier. Non, c'est ça. Fait que t'en as écrit combien publiés? 9 publiés. La majorité avec Québécois, mais il y a eu des projets avec d'autres plus petites maisons d'édition aussi. Okay. Mais le principal éditeur, ça a été Québécois, la collection Santé. On va revenir sur les sujets des livres juste après, mais en même temps, je veux que les gens sachent, au niveau de ton... Tu fais de la clinique, bien sûr. C'est 80% de mon temps. Mais tu donnes énormément de conférences aussi. Je t'ai vu souvent aussi être cheffé dans d'autres conférences à gauche, à droite. Et tu es aussi consultant pour des compagnies. Oui. Fait qu'essentiellement, quand on t'engage externe à ta consultation, c'est quoi qu'est-ce que les compagnies ou les gens qui vont te chercher vont chercher comme expertise de ton côté? Il y a différents mandats, là. Étant donné que je suis enseignant aussi, justement, à l'École d'enseignement supérieur de naturopathie du Québec, qui est une école reconnue par la NAC, on va souvent faire appel à mes services pour la formation continue. Formation continue des employés dans les boutiques d'aliments naturels, formation continue pour des groupes de thérapeutes, naturopathes et autres dans différentes régions qui s'organisent pour avoir de la formation continue. Ça se fait de plus en plus en ligne aussi sur Zoom. Et puis le deuxième mandat, c'est souvent au niveau du support technique, recherche-développement. Disons que un mandat d'ailleurs pour lequel on a déjà travaillé ensemble avec votre formule à base de collagène. Oui, exactement. Collagénique anciennement. Oui, qui est rendu sinon collagène que tu avais aidé.
C'est ça. Donc, des mandats où c'est pas moi qui va décider de ce que le produit a l'air au final, mais je vais juste donner mes cues. Ouais. Qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce que j'ajouterais. Après ça, c'est sûr, tu le sais encore mieux que moi. Vous travaillez avec des équipes, tu sais, puis le rôle de ces gens-là, scientifiques, c'est de dire, ben ton idée, c'est faisable. Puis après ça, vous avez les financiers qui disent aussi, ton idée, c'est faisable. Parce après, que on a le gouvernement. nous autres, dans notre rôle, puis toi, tu as le gouvernement en plus. Oui, c'est ça. Fait, on a la monographie de Santé Canada qui nous restreint des fois. Moi, mon travail, c'est de rêver pour eux autres. Ouais. C'est un peu comme Peter Pan, mais souvent, je me rends compte qu'au final, les idées que j'ai amenées sont retenues en partie. Ouais. Mais mon rôle, c'est justement de brainstormer avec les compagnies quand on fait que t'enseignes ces mandats-là. T'enseignes à l'école d'enseignement supérieur. C'est là que j'ai étudié, moi. Oui. Jean-Claude Magny, es-tu encore en vie, monsieur? Je donne un cours, puis okay. c'est relativement nouveau parce que j'ai enseigné longtemps à l'école, l'Institut en sciences naturopathiques Robert. Oui, oui. J'ai enseigné là longtemps. Fleury-Rodet aussi. J'ai arrêté un peu dans la période de la pandémie pour des raisons familiales. J'ai arrêté l'enseignement puis ces types de mandats-là. Puis, j'y suis revenu. C'est l'école d'enseignement qui est venue me chercher cet automne pour un cours qui appelle Études de cas, qui est un cours où on brasse un petit peu avec les élèves finissant en naturopathie les notions qu'ils ont vues pendant leur cours, puis où on regarde, on essaie de les faire mettre ces notions-là en pratique. Ouais. C'est des histoires de cas, les élèves vont en trouver des solutions possibles pour ces cas-là, puis après ça, on en discute ensemble. C'est un cours qui est interactif, il n'y a pas de correction autre que d'évaluer l'élève sur sa participation pendant le cours. Donc, j'aime beaucoup ça. Oui, mais ça te ramène aussi à ta pratique, tu sais, de dire, ben, c'est le fun de voir aussi, bon, maintenant, tu as un bagage théorique assez important. Tu sais, quand tu mets tout ça ensemble, qu'est-ce que tu fais avec ça? Parce que la réalité, c'est ça aussi. Je parlais de M. Magny parce que c'était le directeur de l'école quand j'étais là. Moi, j'allais dîner et moi, on avait je sais pas, c'était sur Christophe Colomb avant. Je sais pas si c'est encore là. Non, je ne crois pas. Mais... Puis à côté, il y avait un restaurant qui s'appelle Le Commensal. Puis c'est végétarien. Puis moi, je suis loin d'être végétarien. Fait que j'appelais ça Le Commence-Mal. On va manger au Commence-Mal. Puis moi, j'amenais mon plat avec mes poitrines de poulet. Puis je mangeais mon taboulé avec... puis je mangeais du poulet à côté. Puis M. Magny était végétarien. Puis toutes les fois, on avait des discussions animées. Tu vas mourir, Vincent. Écoute, il était très végétarien. Il était convaincu. J'étais convaincu, puis il essayait de me convaincre, mais c'était drôle parce qu'on mangeait régulièrement ensemble, puis on a tant des discussions qui étaient, puis tout est dans le respect, mais on avait beaucoup de conversations. Parce que moi, essentiellement, j'ai pris la naturopathie que je voulais bien prendre, comme je t'expliquais un peu en ondes, pour l'amener dans ce que moi je faisais. Tu sais, je voulais avoir plus de connaissances au niveau de la nutrition, je voulais avoir plus de connaissances au niveau de tout ce qu'on fait, mais pour amener à la performance et à la santé de l'athlète. Donc, il y a une partie que j'ai pas vraiment élaborée. Tu sais, j'ai fait des cours, on parlait de gémothérapie tantôt, on a effleuré ça, j'ai jamais poussé là-dedans. Tu sais, moi, les vitaminaux, les minéraux, les types, je suis dans le... Moi, j'appelle ça, je suis dans le macronutriment, de la micronutrition. Là, tu sais, j'ai jamais poussé très, très loin. Puis je me suis intéressé plus tard à plus les hormones et tout ça, qui n'a rien à voir nécessairement, mais qui est quand même intéressant. Fait que j'ai gardé des souvenirs super intéressants. Jean-Yves, on l'a invité parce que quand on a fait le cours de pharmacologie, lui-ci, on a eu j'avais une idée, puis en tout cas, puis on est resté en contact après. M. Magny, je l'ai perdu de vue, mais je me souviens de sa façon incisive de me reprendre sur des affaires, puis écoute, il n'était pas négociable sur grand-chose. Oui, il faisait partie un petit peu de la génération de la naturopathie qui était un petit peu plus comme on pourrait dire une secte, là. C'est plus du tout ça. C'est ça. C'est plus du tout ça, mais il y a une époque, les naturopathes, tu penses comme moi, ou comme tu disais, ils disaient pas tu vas mourir, mais écoute, ils donnaient l'impression que c'est ça. J'avais fait un travail à un moment donné, en fin d'études, sur les protéines, puis le besoin des protéines animales chez l'humain. C'est lui qui a corrigé le travail. Dans ce temps-là, on n'avait pas accès au temps de la science, fait qu'il fallait que je donne mes références vers des livres. Oui, juste d'amener quelqu'un à 1 gramme par kilo de poids corporel, il en donnait déjà trop.
trop là, pour C'est quelqu'un comme cette époque-là. Exactement. On parle de plus en plus d'1,5 puis même 2 grammes, dépendamment de ce que tu fais, puis dépendamment de la masse que tu as à maintenir. Moi, j'aurais pas le même besoin que toi, juste à regarder tes bras. Là. Puis la résistance, en ce qu'on va en reparler, la résistance à ça avec le vieillissement aussi. L'anabolisme vieillit aussi, c'est un mécanisme qui vieillit. Mais non, c'est super intéressant que tu sois encore là-dessus. Et dans tes livres, on a effleuré le livre que moi j'ai lu. Je m'excuse de pas, mais je vais me mettre à jour. Là. Je vais en acheter d'autres. Il y en a d'autres qui m'ont intéressé. Là. Je lis beaucoup, mais là, j'ai perdu un peu le fil de ce que tu faisais. Mais le livre sur le sommeil, je l'avais beaucoup aimé. Là. On faisait des farces tantôt. Je me suis pas endormi dessus. J'ai vraiment débarré. C'est un aspect hyper important qui est effleuré dans notre domaine. On parle du sommeil, de l'importance de la récupération. Moi, je parle de la fameuse pyramide. Là. L'alimentation, c'est un côté de la pyramide, l'entraînement, mais la base de tout ça, c'est la récupération. On parle de surentraînement. Moi, je parle plus de sous-récupération parce qu'il y a des athlètes qui s'entraînent beaucoup. Puis tu dis comment ils font pour faire tout ça? C'est parce qu'ils récupèrent bien. Puis en vieillissant, mais comme on parlait un petit peu, la récupération, ça devient un facteur hyper important à considérer parce que c'est la chose qui fonctionne de moins en moins bien. Moi, je regarde les charges que je suis capable de lever. Je suis à peu près à la même place que j'étais avant. Mais si j'essaye de faire la même charge au même volume, avec la même fréquence, je meurs. Mes articulations ne suivent plus, puis mon métabolisme, ma capacité au niveau neurologique de récupérer récupère plus. Fait que les facteurs qui influencent le sommeil sont hyper importants, puis c'est ça que j'aimerais que tu nous parles un peu. C'est la base du sommeil. Comment on devrait amorcer le sommeil? C'est quoi les erreurs que la majorité des gens font? Puis peut-être nous amener vers des pistes de solutions au niveau des habitudes de vie, c'est une chose, mais c'est sûr que les gens aiment beaucoup le croustillant de dire, as-tu des petits trucs, suppléments, puis tout ça là, qui pourraient nous amener un petit plus? On peut parler de suppléments un peu, mais si j'avais juste une chose à retenir du livre que j'ai écrit et donc lu, parce qu'on se relit souvent quand on écrit un livre. L'éditeur te lâche pas tant que c'est pas parfait. Donc, je me suis trouvé bon quand je l'ai écrit, je me suis trouvé poche quand je me suis relu, je me suis trouvé lamentable quand je me suis relu, parce qu'on vient tanner de se lire, se relire. Mais l'information numéro 1 que j'ai retenu dans ce livre-là, puis je te dirais, parce qu'on est en naturopathie, on a une conception globale de l'être humain. C'est la journée où j'ai pris conscience que le sommeil, c'est un lâcher-prise. Si tu t'en vas te coucher avec l'idée qu'il faut que tu dormes, c'est le début de la fin. C'est le début de la fin. Puis c'est tellement vrai ce que je te dis là, Vincent, qu'il y a en psychologie, là, j'ai plus la référence exacte, mais dans le livre, ils ont appelé ça la technique de l'intention paradoxale. Ils faisaient venir du monde en laboratoire du sommeil, vraiment pour enregistrer le sommeil, puis là, ils les avertissaient, ils pluguaient partout, puis dormez, là, essayez de dormir comme d'habitude, on enregistre la fonction du sommeil, puis là, le monde, ça tournait d'un bord, ça tournait de l'autre, ça se réveillait, ça dormait pas, puis le lendemain, il disait, ben là, on veut enregistrer ce qui se passe avec votre cerveau quand vous dormez pas, faites un effort pour rester réveillé. La quantité de gens qui s'endormaient était supérieure au jour 1. Donc, les psychologues ont récupéré ça, puis ils ont créé la technique de l'intention paradoxale qui ne dit pas « va te coucher en voulant rester réveillé », mais qui mentionne aux gens « va te coucher avec l'intention de te reposer ». Puis, dans le meilleur des cas, tu dormiras, mais va dans l'idée de te reposer. C'est sûr qu'après ça, là, on peut donner un coup de pouce au corps, parce qu'il y a un paquet de facteurs qui font que les gens peuvent mal dormir. Puis en naturopathie, on travaille de façon complémentaire. Donc, le client, 8 fois sur 10, quand il arrive dans notre bureau, il prend déjà une médication pour dormir, puis il veut voir qu'est-ce qu'on peut faire de complémentaire. Comment on peut l'amener ailleurs sans rajouter un hypnotique à base de plantes par-dessus une médication pour dormir, mais en considérant le reste au niveau de sa santé, tu sais. Si c'est un client, on sait qui est porté à faire qui a une courbe de glycémie qui n'est pas stable, qui est prédiabétique, paradiabétique ou même diabétique instable, puis que sur les petites heures du matin, ben, son taux de glucose commence à planter, puis quand le glucose plante, tu sais ce qui arrive en entraînement, on connaît bien ce phénomène-là, l'adrénaline embarque.
Puis l'adrénaline, c'est pas une hormone pour le dodo. Fait que là, tu te réveilles, puis la plupart du temps, ces gens-là se réveillent avec le besoin d'aller dans le frigidaire. Ils vont manger, ils viennent à bout de se rendormir, mais ça a cassé un peu le sommeil parce que le sommeil, c'est comme un train qui passe à toutes les 1h30 ou 2 heures selon ton rythme à toi. Fait que quand tu te réveilles pour aller dans le frigidaire manger, c'est pas en te remettant la tête sur l'oreiller que tu te rendors, c'est souvent 45 minutes, 1 heure après, selon le temps que ça t'a pris manger ton pudding, là, tu sais. Puis les gens, c'est ça. À ce moment-là, il y a un client comme ça, travailler de façon complémentaire à ce qui se fait déjà au niveau médical, on va l'orienter vers des solutions, que ce soit du zinc, nickel, cobalt en oligothérapie, du zinc, du chromium en nutrithérapie, pour stabiliser ça pendant la nuit. Puis avec un client de même, c'est souvent là qu'on va arriver à des résultats, tu sais. Un client qui a une mauvaise ventilation respiratoire pendant la nuit parce qu'il est ronfleur puis qu'il a les voies respiratoires supérieures complètement obstruées, on va souvent aller plus vers du souffle, tu sais. On le décongestionne avec le souffle. Le souffle il est utilisé beaucoup pour les articulations, le fameux MSM. Mais c'est à peu près un des meilleurs décongestionnants qu'il n'y a pas. Moi, je compte pas le nombre de personnes à qui, en donnant ça au souper, 2, 3, 4 grammes, le sommeil, il s'améliore, ça passe d'un extrême à l'autre, là, les gens qui se mettent à beaucoup mieux dormir. Puis c'est en considérant comme ça les différentes choses autour du sommeil. Tu as même le paradoxe de la personne, tu sais, c'est trop fatigué pour bien dormir. Ouais. Ça, c'est particulier, c'est un paradoxe. Ça, souvent, c'est la petite madame dans trentaine ou début quarantaine qui sait qu'il fait de l'anémie, qui prend périodiquement, qui a déjà périodiquement pris une médication pour ça, mais le problème, c'est que souvent, la médication, on la donne quand la personne est en état d'urgence. Donc, on remonte l'hémoglobine à 122, 124. OK, tu fais plus d'anémie, tu arrêtes tout ça. Mais les femmes qui ont tendance à l'anémie, souvent, ils se tiennent tout le temps à la frontière d'eux. Puis si la normale, l'hémoglobine est entre 120 puis 140, puis que tu tiens à 124, 123, il y en a, c'est pas la même personne à 130. L'énergie revient, puis paradoxalement, ça se met à mieux dormir. Parce que, tu sais, quand on est épuisé, on dort pas bien non plus. C'est paradoxal, mais on dort pas bien. Puis le plus gros des paradoxes que j'ai vus en 30 ans maintenant, en décembre de cette année, ça va faire 30 ans de bureau, c'est un voisin à moi. C'était pas un client au bureau, c'était un voisin. Puis comme bien des voisins, ils viennent te parler sur le bord de la clôture, puis ils savent ce que tu fais dans la vie. Fait que c'est le genre de client du samedi soir ou du dimanche matin, là, tu sais, que... Et puis, lui, il dormait donc mal, puis sa femme, elle mentionnait qu'il dormait mal, puis ça faisait 2, 3 petits trucs qu'on essayait, puis à un moment donné, il m'avoue, moi, quand vraiment ça fonctionne pas, je vais me faire un café fort, je me recouche, puis ça va mieux. Alors là, j'ai dit, sacrifice, j'aurais tout vu. Là, j'étais sur le cul pour de vrai, j'ai dit... Je vais aller finir mon gazon, Roger, puis je vais penser à ça. Puis je suis arrivé avec une réponse après quelques semaines, après avoir réfléchi à ça. J'ai dit, regarde, j'ai fait quelques petites lectures, puis je te regarde le physique, je voulais pas trop l'insulter. J'ai écouté ta femme me parler de toi aussi un peu, quand t'es à côté de toi. Puis, pas quand elle vient chez nous. C'est ça. Puis, semble-t-il que t'es ronfleur, mon Roger, puis que tu ronfles beaucoup. Puis, elle m'a mentionné que t'es le genre de ronfleur avec une respiration intermittente un peu. Tu sais, le genre de ronfleur que ça ronfle doucement, là. Puis là, tout d'un coup, la respiration, elle arrête. Il faisait de l'apnée. Puis là, quand ça repart, il faisait de l'apnée. Puis figure-toi donc que souvent, quelqu'un qui vient dans un bureau de naturopathie puis qui fait de l'apnée du sommeil, puis qui arrive avec une prescription de médicaments pour dormir, puis qui est sur le point de les mettre de côté, pas parce que j'ai dit de mettre ça de côté, c'est pas mon rôle. Parce que lui sent qu'il dort pas bien avec ça, puis qu'il considère d'autres choses. Paradoxalement, ces personnes-là, souvent, en dormant avec un médicament pour dormir, ou même des plantes qui calment pour dormir, on vient augmenter leur pause respiratoire pendant le sommeil. Parce qu'on ralentit le rythme respiratoire. Puis ces personnes-là, curieusement, si on les oriente sur des choses qui n'ont pas d'impact sur le rythme de la respiration,
comme des fois un élément qui, a priori, peut avoir l'air stimulant, ils dorment mieux. C'est paradoxal aussi, mais ça arrive. Il ne faut pas oublier que le sommeil, c'est une architecture qui tu sais, pendant ta nuit, tu passes à sympathique, parasympathique, sympathique, parasympathique. Puis à chaque fois que tu tombes dans une phase de rêve, c'est un petit peu l'intrusion de l'éveil dans le sommeil. Tu sais, ton sympathique se réactive un peu, l'adrénaline augmente. Quand tu rêves, tu te fais courir après par un tigre aux dents de sable ou un autre monstre. Tu as besoin d'un peu d'adrénaline pour au moins vivre le rêve sur le plan de ta psyché. Fait que il y a toujours une alternance comme ça du sympathique, du parasympathique. Puis pour certaines personnes, faut trouver des solutions pour aller même stimuler, notamment ceux qui ont l'apnée du sommeil, le rythme respiratoire, ou au moins pour pas y nuire. T'sais. À ce moment-là, on peut travailler avec un cinaire magnésium ou une combinaison de sels de magnésium qui, eux autres, vont pas avoir d'impact sur le rythme respiratoire pendant le sommeil, plutôt qu'avec des plantes comme la valériane ou la passiflore qui, eux autres, malheureusement, vont freiner un peu ça. Fait que c'est tout le temps de voir la personne que tu as en avant des yeux. Qu'est-ce que tu peux faire de complémentaire pour l'amener à retrouver un meilleur sommeil, même quand ça paraît paradoxal? Ben, en parlant de paradoxe, on vient de parler du magnésium. Il y a beaucoup de gens qui ont un effet paradoxal au niveau du sommeil avec le magnésium. J'en suis, moi. Prendre du magnésium au coucher, ça fonctionne pas. Moi, il faut que je le prenne vraiment en amont. Si je veux avoir un effet du magnésium, c'est l'effet calmant qui va être plus que somnifère un peu. Mais, on voit souvent les gens, je prends 2 capsules, 200 mg de magnésium élémentaire avant de me coucher. Moi, je prends ça me fait l'effet d'un café. Fait que je le prends au souper. Ouais. Puis là, j'ai une préparation, on dirait, mon corps. Puis avec mes clients, ça dépend des formes de magnésium. Si on parle d'acide malique qui est plus dans le cycle d'énergie, fait que, si on va avec un glycinate malade comme dans le Cinermag, je dis aux gens, prenez-le un peu plus tôt pour avoir l'effet de calme que ça va apporter, puis ça va vous aider à dormir. Faut pas confondre le magnésium comme un somnifère non plus. Exactement. Fait que ça aussi, c'est une... Il y a beaucoup de gens qui disent « je prends du magnésium », puis tout le monde me dit que ça va m'aider à dormir, puis finalement... je trouve pas que je dors vraiment mieux. Mais tu le prends plus tôt, puis tu te calmes. Il y a comme un rituel aussi qui va avec ça. Là, oui. Qui peut être, qu'est-ce que tu fais avant de te coucher? Là, la tablette, le téléphone, l'ordinateur, idéalement. Les lumières bleues, on en parle. On sort ça de la chambre à coucher dans la mesure du possible, en tout cas. Ta vision sur le magnésium, je m'enligne dessus qu'est-ce que ça serait pour toi, l'idée du paradoxe au niveau du magnésium? Je trouve ce que tu dis là intéressant. Maintenant, je vais te répondre un peu comme j'avais répondu à mon voisin. Je vais aller faire mon gazon, je vais y repenser. Non, j'aurais pas de réponse dans l'immédiat parce que je travaille un peu avec le magnésium au coucher, puis c'est quelque chose qu'on observe de temps en temps. Mais j'ai pas eu ton réflexe de dire peut-être qu'en le donnant au souper ou en jouant avec la forme, parce que on a le citrate, on a le glycinate, on a le tréonate, on en a des formes de magnésium disponibles, puis on a ceux qui combinent les différents sels ensemble, comme le Cinermag, là, que j'aime beaucoup de chez vous. Mais oui, peut-être mais l'explication de ça, je pourrais pas te donner parce que c'est pas comme pour certains médicaments. Tu sais, tu prends la caféine, on sait qu'il faut qu'elle passe par le foie, qu'elle soit détoxiquée. Il y en a qui la détoxiquent plus lentement que d'autres. C'est même la base d'un test qui était fait avec la caféine pour voir ceux qui détoxiquaient rapidement puis ceux qui étaient moins rapides. Le magnésium, je le sais pas pourquoi. Le magnésium, en plus, c'est impliqué dans tellement de fonctions métaboliques, laquelle va prédominer sur l'autre. Ça devient un peu serreur. On a un autre produit, nous autres, qu'on a sorti qui s'appelle le Yin Reserve, là, qu'on a développé avec Charles Bollican à l'époque. C'est majoritairement de la L-théanine avec de l'inositol puis du magnésium. Mais là, on a l'effet des plantes combiné au magnésium. Là, on a un produit qui est beaucoup plus indiqué pour le sommeil. Puis tu as encore un produit qui est très bien formulé en ce sens où quelqu'un qui a une mauvaise balance au niveau de son système nerveux sympathique, parasympathique, puis qui fait possiblement des pauses respiratoires pendant son sommeil. Ça, d'expérience, il va très bien tolérer ça. Effectivement. Moi, je suis borderline apnée. Depuis que j'ai perdu du poids, je suis moins épais, mais c'est le produit qui fonctionne le mieux pour moi. La théanine, ça travaille au niveau du mécanisme GABA, machin. Là. À date, pour moi, c'est comme... j'ai l'impression de dormir
de façon plus égale, comme ça. T'sais, avant, c'était des sommeils très profonds, des réveils très réveillés, profonds, réveillés. Là, j'ai l'impression que je suis juste égal tout le temps. Je suis passé de 250 à 235, ça n'a pas nuit, ça non plus. 15 livres, le 15 livres, là, ça a changé mon cycle de sommeil parce que j'ai été diagnostiqué de l'apnée du sommeil. Puis moi, dormir avec la CPAP, c'était impossible. Je n'étais pas capable de dormir avec ça. Ta blonde non plus. Ma blonde a trouvé ça ordinaire. L'avantage que j'ai, c'est que ma blonde elle est sourde d'une oreille, fait qu'elle dort, elle dort sur celle qu'elle entend, fait qu'elle m'entend pas. Ouais. Mais Elle te voit. ouais, mais écoute, c'est une anecdote. Là, ça aussi, je te connais, ça fait longtemps, puis je t'imagine avec le masque. Ah ouais, non, c'était pas parfait. Puis, tu sais, je ronflais des fois des ronflements tellement forts que ça me réveillait. Je m'entendais ronfler. Fait que c'était assez spécial. Là. Fait que, tout ça pour dire que la perte de poids, ça a aidé beaucoup. Là. Mais ce produit-là a fait une bonne différence parce que j'ai essayé plusieurs produits là, connus. Mélatonine, pour moi, ça fonctionne moyennement bien. Malgré que ça fonctionne mieux que ça a déjà fonctionné, je pense que quand tu vieillis, tu as déjà un avantage. La mélatonine, elle fonctionne bien dans le décalage horaire parce que là, c'est le principe de vouloir dormir à une heure où tu dormirais pas normalement. Donc, où ton épiphyse produirait pas sa mélatonine de façon circadienne normalement. Puis ça fonctionne bien dans l'insomnie du 3e âge souvent parce que justement, tu sais, la glande pinéale, avec l'avancée dans la vie, là, le vieillissement, c'est une des premières glandes à se calcifier souvent. Puis à partir de là, la mélatonine, elle en produit de moins en moins. Donc, si tu y en donnes à la personne quand elle en a besoin, c'est sûr qu'elle va en bénéficier, mais ça fonctionne souvent moins bien chez les personnes plus jeunes. Puis à mon sens, à moi, c'est... En tout cas, à chacun de penser comme il veut, mais à mon sens, à moi, c'est une aberration de donner ça aux enfants. Ah, mais c'est fou, hein? Ouais. Écoute, on peut en parler, mais j'ai vu des 10 mg donnés à des jeunes enfants. Je pense qu'il y a bien d'autres solutions à aborder avant ça. Puis l'autre facteur qui est peut-être un peu moins dans ton quotidien, c'est pour les athlètes qui ont eu des traumatismes crâniens, nous autres, ça fonctionne super bien. Ben, magnésium L-tréonate. Le L-tréonate avec de la mélatonine time release, parce que souvent, avec le traumatisme crânien, ils ont des atteintes au niveau de paquets de facteurs, dont l'hypophyse qui peut être calcifiée. On a vu ça, des déficiences en hormones de croissance, donc une mauvaise récupération, ou l'insomnie, de la dépression, puis tout ça. Puis chez ces gars-là, absolument plus des gars qu'on voit dans les sports de combat ou dans le hockey beaucoup, là, qu'on a dans notre clientèle, un produit avec de la mélatonine time release, surtout, parce que je trouve que la dégradation est tellement rapide de la mélatonine, tu t'endors puis tu te réveilles, là, c'est comme si ta nuit était faite, puis ça fait juste 2 heures que t'es couché. Fait que là, on a un produit avec un time release qui est sur 6 à 8 heures, dépendamment de comment tu le métabolises. On a des bons succès sur des jeunes, mais avec un traumatisme crânien. Ça, Vince, on parle encore d'Ian Reserve. Non, on parle de Sinner Sleep. OK. Puis, c'est bien fait de le demander. Ouais, le Sinner Sleep, c'est un produit pour le sommeil, mais il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Mais tu sais, moi, je le conseille toujours. Si t'as pas de traumatisme crânien, 40 ans et moins, c'est vraiment pas la bonne solution. Ou si tu fais des décalages horaires. Si on change, tu vas en Europe et tu te reviens d'abord, ça fonctionne hyper bien. Mais comme produit quotidiennement pour le sommeil, je préfère de loin le Yin Reserve, la L-théanine, pour travailler sur les mécanismes. Oui, puis la théanine, c'est probablement des molécules qui sont sorties naturelles dans les dernières années, la plus intéressante. Au niveau de l'anxiété aussi, puis du sommeil, dépendamment. Comme je dis tout le temps, la théanine, ça fait pas dormir, mais ça met dans un état qui est favorable à la détente. Tu sais, ça joue sur l'électricité dans le cerveau, puis tu tombes comme plus zen. Puis le reste de la formule va mieux travailler à ce moment-là. Ça met la table un peu au sommeil. Parce que la théanine, t'en prends dans le jour. Puis c'est populaire chez les étudiants qui sont en période d'examen, qui sont juste stressants. Le mix caféine, parce que ça les inhibe, ça leur donne pas envie de dormir s'ils prennent le jour. Fait que c'est vraiment une substance qui met la table. Puis moi, souvent, je dis que si la théanine avait pu être brevetée, ça ferait longtemps que l'industrie pharmaceutique l'aurait faite parce que
c'est une des choses les plus intéressantes des 7-8 dernières années, certains. Oui, ça fonctionne très bien. Il y a des études intéressantes, justement, avec une combinaison, là, 2 pour 1, à peu près, caféine, théanine aussi, pour éviter les effets de le jitter puis la nervosité là, de la caféine. Puis ça fonctionne mieux, les deux combinés ensemble. Non, ça, je savais pas. Oui, c'est intéressant. Là, il y a toutes sortes de tu sais, le biohacking, un peu, là, tout ce qui est... c'est neurotransmetteurs, puis nootropique, puis tout ça. Il y a ces produits-là. Puis j'ai essayé, moi, un genre de gomme, le théanine, machin. Puis là, on s'en vient avec en tout cas, une formulation qui est sur le bord de sortir. Mais c'est hyper intéressant parce que le sommeil, tu sais, moi, je suis du type, tu sais, quand tu es entrepreneur, tu es un type de personnalité A. Le seul temps que Tu sais un A, toi? Ouais. Ah ben. Un peu, ouais. C'est quoi A? C'est des tests de personnalité? C'est des gens qui sont très dans l'action, puis tout ça. C'est comme le rouge d'un couleur. Ouais, c'est pour ça que j'ai bien de la misère à pas, tu sais, j'ai toujours été à mon compte. J'ai un peu de problème avec l'autorité, moi. C'est volontaire. Ouais, c'est ça. Puis, c'est le seul temps qu'on trouve souvent ce type de personnes-là pour faire notre procès, notre agenda, c'est en se couchant le soir. Là. Oui. Fait que, moi, je fais mon procès de la journée. J'ai pas été bon là, j'ai pas fait ci, je vais faire ça. Puis là, demain, il faut que je fasse ça. Fait que finalement, ça me prend 1h30 régler tout ça avant de m'endormir. Fait que là, j'ai décidé de me faire un genre de rituel. Puis ça fait partie de. Fait que je dis souvent aux gens, le sommeil, c'est la résultante aussi de tes habitudes de vie. Là, c'est le gars qui joue au hockey, j'en ai 2 gars là, que je suis, là, 2 gars de business, puis tout ça, puis ils sont dans une ligue de garage. Là. Ça joue à 10h30 le soir. Chez eux, il est minuit, là, tu vas te coucher après ça. Ils dorment pas. Là, fait que ça fait pas de sens en quelque part, mais c'est le seul temps qu'ils ont la glace parce que des gars dans la cinquantaine, tu vas avoir la glace, tu passes après tous les jeunes. Oui. Tu te ramasses là, tu sais. Fait que. Juste avant d'aller se coucher. Ouais, ça marche pas. Puis la bonne habitude qu'ils ont aussi, c'est qu'après la game, 3-4 petites Saint-Bières. Disons que c'est cette journée-là, on dit, bon, toi, tes habitudes de vie, on va les compter sur 6 jours. Il y a une journée qui existe. Tu dormiras pas là. C'est ça. Tu sais, pas bien. Parce que récupérer les autres souvent, l'activité physique puis de l'alcool après, tu vas t'endormir rapidement. Mais après un cycle de sommeil, 1h30, 2 heures. Quand tu m'as métabolisé tout ça, là, ça marche plus pantoute. Ça fonctionne plus. Quand tu prends un peu ça. Moi, les gars, tout te dit, t'avais enlevé ta montre, ça t'avait aidé, mais souvent, ces gens-là, je leur fais tracker leur sommeil avec des appareils, que ce soit une montre, une bague, ça, pour être capable de dire, mais regarde, vois la différence quand tu fais ça, puis tu le fais pas, puis là, tu vas comprendre un peu plus que ça se passe. C'est un peu de compensation les autres jours, parce que si cette journée-là est vraiment mauvaise, il faut que les 6 autres jours soient meilleurs. Là, c'est un peu. Oui. C'est 2 gars de business, parce que je les parle en budget. Tu as une mentalité de quelqu'un qui fait du clinique aussi, parce que c'est. Tu sais, faut que tu prennes la personne dans l'ensemble de sa patente, parce que si la journée qu'il joue au hockey, pour lui, c'est son plaisir de la semaine. Ben oui. C'est là qu'il revoit des vieux chums, c'est là qu'il est le plus vivant dans sa semaine, quasiment. Mais quand même qu'il y aurait une nuit moins bonne en autant, comme tu viens de le dire, que les 6 autres. Ou c'est souvent même qu'ils commencent à me consulter. Ces gars-là, ils ont des moyens, là, ils vieillissent un peu, puis là, ils veulent perdurer dans la performance, puis ils veulent être bons au bureau, mais ils veulent être capables de faire du sport, un paquet d'affaires. Fait que là, à un moment donné, ils se mettent à consulter, mais souvent plus tard dans leur vie. Ils sont rendus dans la quarantaine, puis là, ils ont accumulé un paquet de mauvaises habitudes de vie. Mais tu sais, comme tu dis, moi, je le bu. Si t'es actif, si t'aimes ça, t'as joué au hockey toute ta vie, puis t'as gardé ta gang de vieux chums, je t'enlèverai pas ça. Mais il faut que tu sois conscient que si tu dépenses plus, il faut que tu économises plus ailleurs. T'sais. Mes gars de business, je leur parle souvent de budget énergétique. Là, fait que ça regarde, tu dépenses 50% de ton budget la journée-là, il faut que tu sois économe en tabarnouche les autres journées. Ouais. Au niveau alimentation, c'est la même chose. C'est la fin de semaine, c'est le party à fin de semaine. Ta semaine, il est mieux d'être impeccable si tu veux contrebalancer tout ça, parce que à un moment donné, les habitudes de vie, c'est l'effet cumulatif aussi. C'est pour ça que la naturopathie, j'ai toujours aimé l'idée de voir les choses dans un ensemble. En médecine, c'est excellent, mais on compartimente beaucoup. On est dans le symptôme, puis on est dans la spécialité. Fait que, dans l'urgence aussi. Moi, j'ai un de mes bons chums. Problème à régler. J'ai un de mes bons chums qui est orthopédiste. Il a fait sa médecine avant d'être orthopédiste. Mais aujourd'hui, après des années de pratique, parti d'autres choses que d'articulation, son intérêt, premièrement, n'est pas là, puis son expertise n'est pas là. Dis-moi, écoute, je peux défaire et refaire un genou et 2 yeux fermés en parlant d'autres choses, mais après ça, moi, le reste,
c'est comme moi, si tu me demandes demain matin de t'écrire les réactions du cycle de Krebs. Je me souviens que ça commence avec l'acétyl-CoA, puis après ça, j'ai tout oublié ça. Puis je l'ai appris par cœur, l'affaire, là, à l'école. Là, mais, fait que la pratique est importante, puis je trouve que la naturopathie est complémentaire aux autres thérapies quand c'est bien fait. Tu parlais tantôt, je vais te ramener sur quelque chose que tu disais avant que je l'oublie, parce que ça m'arrive de plus en plus souvent. De quoi je parlais, non? La mémoire. C'est ça. Non, mais tu parlais d'hormones de croissance. Ouais. Puis c'est parce que le début de ta question tantôt, c'était de dire, tu voulais qu'on parle aussi de l'importance du sommeil au niveau de la récupération. Effectivement. Puis tu sais, les hormones que tu produis le matin, c'est vraiment pas des hormones de récupération. C'est du cortisol, c'est de l'adrénaline, c'est des hormones qui sont là pour te mettre dans l'action, pour activer le métabolisme, puis pour à quelque part utiliser des ressources énergétiques, ton système cardiovasculaire qui est stimulé, ton taux de sucre qui monte. Tout est là pour t'aider à résoudre des conflits et fonctionner le jour. La nuit, normalement, c'est beaucoup plus un pôle d'hormones qui sont là pour la récupération musculaire, comme l'hormone de croissance, entre autres, qui les facteurs de croissance, c'est produit majoritairement la nuit. Exact. Fait que quand tu dors pas bien, tu peux pas te demander d'être performant de vinam aeternam le jour, là. Écoute, je t'amène un autre, tu ouvres la porte, l'hormone de croissance, nous autres, ça a été vu un peu comme le saint graal de la croissance musculaire. On parle d'hormone de croissance, mais en vieillissant, on devrait parler plus d'hormone de réparation, parce que quand ta croissance est finie, ça sert à autre chose. Ouais. Fait que... Mais tu sais, il y a le facteur, on parle beaucoup, là, si on regarde les travaux de Walter Longo sur le jeûne. Moi, j'ai lu son livre, là, Fasting Mimicking Diet, tout ça, puis qui parle que lui, l'IGF-1, l'hormone de croissance, c'est quasiment la pire affaire pour te créer un cancer puis diminuer ton espérance de vie. Je suis un peu... dépendamment à qui on s'adresse, je pense, l'athlète ou l'homme vieillissant ou la femme vieillissante qui veut performer, je pense que ça a sa place. Là. Je sais pas, je vais voir ton point de vue. Je reviendrai à une phrase d'un des pionniers de la naturopathie, mais là, on remonte à la Grèce antique, qui disait... Tout est poison, rien n'est poison, seule la dose fait la différence. Puis au niveau hormonal, dans le corps humain, c'est souvent comme ça, tu sais. T'as une activité physiologique d'une glande ou d'un organe qui va produire un taux d'hormones qui est normal bas, normal optimal ou normal haut. Quand on travaille avec de la phytothérapie, des plantes, des composés vitaminiques, on peut prendre une activité qui est normale basse, puis la rendre normale optimale, ou peut-être même normale haute. Mais on va pas se mettre à produire des taux d'hormones de croissance comme quelqu'un qui aurait de l'acromégalie ou une maladie de l'hypophyse autre que ça, qui amène une surproduction qui, elle, quand même, s'accompagne de certains effets, puis qu'on voit d'ailleurs avec chez les gens qui utilisent l'hormone de croissance injectable. Là, on parle de certaines leucémies, certains cancers, oui, puis de promotion de l'inflammation dans l'organisme. C'est comme le cortisol. Ça, un taux de cortisol optimal, c'est essentiel à la santé. C'est vraiment essentiel à la santé. Regarde quelqu'un qui a une maladie d'Addison, les surrénales n'en produisent plus. Tu comprends tout de suite qu'on ne peut pas fonctionner. Mais encore là, quand on travaille une surrénale, ce qu'on veut, c'est prendre un taux qui est normal. On travaille dans les problèmes fonctionnels, dans l'approche complémentaire. On est dans le fonctionnel. Donc, on prend quelqu'un qui produit un taux normal haut, on va le ramener en normal, ou l'autre personne qui produit un taux normal bas, on va chercher à le pousser vers l'optimal, mais on travaille toujours dans une fourchette qui est celle de la normalité. Puis pour finir de répondre à la question, c'est ça l'histoire de l'hormone de croissance. Le besoin de Pierre n'est pas celui de Roger, dépendamment de ce qu'il fait comme activité physique, comme type de sport, dépendamment de ce qu'il a comme masse musculaire. Puis, quand on supplémente pour optimiser une fonction, on travaille pas avec du médicament. Là. C'est pas comme injecter l'hormone puis l'utilisation le corps à quelque part. C'est ça, on parlait de testostérone avec notre autre invité, puis il disait, tu en dépenses de testostérone quand tu es actif versus celui qui est sédentaire. Fait que les dosages, il faut quand même le prendre en considération.
mais le besoin de récupérer de façon intensive augmente avec qu'est-ce que tu as fait dans ta journée. Si tu as passé ta journée à rien faire, tu récupères de rien, tu sais, versus l'autre qui a donné un effort de très haut niveau. Fait que, tu sais, lui, s'il est carencé, c'est pas la même réalité que celui qui aurait une carence, mais qui n'en aurait pas réellement besoin parce qu'il n'y a pas de dépenses à ce niveau-là. Tu sais, le cortisol, même chose, tu sais. Par le courbe de cortisol inversé, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent avec un cortisol relativement bas le matin à cause d'un paquet de facteurs, puis que plus la journée avance, finalement, ils se retrouvent avec le cortisol plus élevé la fin de journée. Mais si on prenait le cortisol 24 heures, on se retrouvait à quelque part à la même place que l'autre qui a une courbe normale, mais c'est juste que pas sécrété de la bonne façon, puis tout ça. T'sais, au niveau du cortisol comme tel, parce que ça, c'est un autre hormone qu'on parle beaucoup, puis qui est démonisé, parce que le cortisol égale le catabolisme et tout ça. Puis comme on dit, si t'as la bonne courbe, c'est ton meilleur allié, parce qu'avec un cortisol élevé, si tu t'entraînes dans cette courbe-là élevée, tu vas avoir des meilleures performances que si tu n'en avais pas. Puis juste pour fonctionner. Ça serait quoi, toi, tes outils ou ta façon de faire pour être capable de rétablir une courbe de cortisol, par exemple, inversée? Moi, je me retrouve avec fatigué toute la journée. Moi, souvent, tu souffres pas de fatigue, tu as fatigue, là. T'es rendu fatigué. Fait que le fatigué, lui, là, qui dort pas le soir, puis que quand on mesure son taux de cortisol salivaire ou autre, on se rend compte que c'est un build-up, c'est plus fin de journée qu'au début de la journée. C'est quoi ce pattern-là? Comment on peut utiliser différents outils, mais il y a premièrement toute la question de l'hygiène de vie. Il faut que cette personne-là revoie ce qu'elle fait dans la journée pour essayer, tu sais, à partir du fin de l'après-midi, de s'en aller tranquillement, puis soirée vers des choses qui vont permettre au cortisol de diminuer. Tu sais, tu disais, tu donnais un exemple tantôt, le cortisol, c'est l'hormone du stress chronique. Fait que si tu prends l'habitude de faire ton procès de la journée juste avant d'aller te coucher, ben ça y aide pas à diminuer, ça, tu sais. Faudrait mettre ça à l'horaire à un autre moment de la journée. Puis parce que c'est un exemple de choses, tu sais. Dans la soirée, on serait supposé d'essayer d'utiliser des activités qui nous aident à se détendre. Moi, en dehors de faire de la naturopathie, puis il y en a qui jouent des instruments de musique, il y en a qui font un paquet d'affaires. Moi, en dehors d'écrire de la naturopathie, j'écris d'autres choses qui étaient un petit peu plus artistiques, si on veut. Puis ça, généralement, je vais réserver ça, justement, avant d'aller me coucher, parce que ça me met dans une bulle qui est favorable au sommeil quand je le fais, parce que je suis pas un saint, je le fais pas tout le temps. Mais quand je suis dans cette bulle-là, qui est une bulle purement créative, où ce que je suis obligé, tu sais, un peu comme quelqu'un qui ferait du tricot ou d'autres choses qui compte ses mailles, ben moi, je compte mes pieds, j'enligne mes mots, je cherche des rimes. Fait que je suis obligé d'être concentré là-dessus. Mais en même temps, j'ai pas d'objectif économique à faire ça. Je le fais parce que ça m'amuse. Point. Fait qu'il n'y a pas de stress. Il y en a zéro. Fait que ça, dans mon cas, moi, c'est l'exemple de j'ai une cliente, elle jouait de la musique. Mais c'était pas une musicienne professionnelle. Elle prenait des cours de musique, tu sais. Fait qu'elle pratiquait là, tu sais. Elle la mettait d'une bulle. Ma mère, elle peignait. Puis à chaque fois qu'elle peignait le soir, elle se rendait compte que le sommeil était un peu mieux, tu sais. C'est cette espèce de bulle-là en fin de journée. Puis lâcher-prise en quelque part. Oui, puis le genre de produit qui peut t'amener là, tu sais, à tempérer les effets du cortisol, que ce soit l'ashwagandha ou des mélanges de plantes qui t'aident à tempérer le cortisol en fin de journée. Puis quand on parle d'une courbe inversée, ben souvent, il va falloir y aller avec un petit tonique surrénalien, que ce soit du ribes nigrum ou un extrait de surrénal le matin pour appuyer un peu sur le champignon le matin. Puis ce qu'on fait encore là, on est en méthode complémentaire. C'est pas des médicaments, c'est des produits de santé naturelle. Donc, on fait juste donner une petite poussée le matin pour amener le corps à ressentir ce que c'est d'avoir du cortisol au bon moment, parce que quand tu l'as au bon moment, dans une vie, c'est grisant. Mais quand tu le produis avant d'aller te coucher, c'est chiant. Oui, effectivement. On a déjà travaillé des athlètes avec du Cortef, là, de l'hydrocortisone, tu sais. Puis quelqu'un qui est flat le matin, il donne ça, et il allume, là, tu vois que le corps est carencé, puis en cherchant quelque part, là, ça marche bien plus que de la caféine, puis tout ça.
Puis là, on leur fait réaliser, tu vois-tu, qu'est-ce que c'est? Tu démonisais ça, puis finalement, c'était pas une bonne... Fait qu'on peut remplacer ça éventuellement en changeant les habitudes de vie, puis en donnant des plantes toniques. Là, on parle de yin et yang en médecine chinoise, mais on donnait ce qui est stimulant un peu le matin pour amener justement une plus grande courbe, parce qu'habituellement, ce qui est très haut redescend plus vite. Là, fait que c'est une bonne courbe. Puis le soir, mais justement, on va avec des plantes adaptogènes, là, basilic sacré, ashwagandha, de la mélisse officinale. Ensuite, on a un produit qui s'appelle Cool Down là, pour pas faire une plante. Mais on a voulu avoir une formule qui était fin de journée, dans un rituel de cool down, parce que les athlètes, encore là, on a des problèmes parce qu'on a des étudiants dans des programmes étudiants, puis eux autres, c'est souvent fin de journée. Ils font leur journée d'études, puis là, la pratique ou la game le soir. À bois de jeune, mais si tu prends cette habitude-là sur le long terme, à un moment donné, ça finit par te changer ton pattern, puis tu finis par plus récupérer, tu sais. Fait que, OK, c'est intéressant, mais moi, je le vends beaucoup l'idée du rituel. Moi, je vends. La méditation, c'est dur pour les jeunes. Là, du coup, mais le rituel, c'est la bulle. Moi, j'appelle ça la bulle. L'espèce d'état d'esprit dans lequel t'es quand t'es juste bien, puis que tu tombes pas nécessairement dans l'une, mais pas loin. Effectivement. Fait qu'il y en a, c'est jouer de la musique, il y en a, c'est composer, il y en a, c'est peinturer, mais il faut que tu trouves ce qui marche pour toi. La lecture, moi, ça marche pas mal. Tu trouves ce qui marche pour toi, parce que ce qui marche pour toi, c'est pas ce qui marche pour le voisin. Moi, on essayait au cégep, j'avais pris un cours, moi, complémentaire, c'était relaxation, parce que j'avais des problèmes de stress sévères, puis Gilles Fortin, qui était le directeur pédagogique qui s'occupait des sports, qui me suivait pour un programme de sport-études qui n'était pas vraiment un sport-études, mais il adaptait mon cégep à ma réalité de triathlète. Puis j'en faisais beaucoup dans ces âges-là. Puis je travaillais à la piscine, l'ancienne piscine Minor à Granby. Puis pour faire une histoire courte, je m'en allais où avec mes skis? Mais l'idée, c'est de dire que tu peux pas arriver à un sommeil de qualité si pendant ta soirée, tu as beau prendre des plantes adaptogènes, des plantes qui t'aident à réduire ton cortisol, mais si ton mode de vie va à l'encontre de ça, ça fonctionne pas. Puis moi, j'avais essayé de prendre des cours de détente au cégep, puis là, on nous faisait passer une méthode, 2 méthodes, 3 méthodes, puis je voulais arracher, je dirais, la tapisserie ses murs, mais je pouvais pas, il n'y en avait pas de tapisserie d'un gym. Mais j'aurais voulu arracher la tuile à terre, tu sais, tellement ça me convenait pas. Puis quand je suis allé étudier à l'Université de Sherbrooke en kinésiologie, il y avait un professeur, Marc, là, son nom de famille m'échappe, Bélanger, je crois qu'il enseignait, lui, à la faculté de psychologie, mais c'est lui qui nous donnait le cours de psychologie du sport. Puis il nous amenait à faire de la détente. Puis ce gars-là était d'une intelligence pratique, moi, que j'appelle ça. Parce que oui, il avait beaucoup de connaissances, il avait lu beaucoup de livres, il était PhD en psychologie. Marc Bellil. Mais il avait une facilité d'appliquer, tu sais, dans un contexte donné, la bonne connaissance au bon client. Puis là, quand il était venu le temps de nous faire vivre une expérience de détente, il nous a fait faire le Jacobson actif. Qui est une technique de détente où tu es couché sur le dos puis tu écoutes Jacques Languérand à l'époque ou un autre maintenant, qui te fait contracter les groupes musculaires un par un puis relâcher. Fait que tu serres la main pour contracter les muscles de ton avant-bras du bras gauche pendant tant de secondes, tu relâches. Après ça, tu fais la même affaire avec le biceps. Tu fais la même affaire avec ton ventre. Puis il passe tout le corps comme ça en revenu. Mais quand tu fais cette technique de détente-là avec un sportif, tu viens de viser dans le mille parce que tu lui fais faire de quoi où il doit faire ce qu'il fait à journée longue, contracte, mais détend, contracte, détend, puis à chaque fois établir la différence entre les deux. C'est la seule technique que j'utilise encore moi, quand je me couche le soir. Le Jacobson actif qui appelle ça, c'est fait pour les gens que le chant des baleines n'appelle pas. Okay. Messieurs, j'ai plein de questions qui me sont venues. J'ai joué mon petit rôle pour l'audience. Mais premièrement, je trouvais ça vraiment intéressant, puis ça me faisait penser quand tu disais que tu faisais ton procès le soir, puis votre discussion, tu sais, le journaling, c'est devenu vraiment populaire en matinée, puis là, je comprends pourquoi ça fonctionne, parce que là, ça te force à faire ton procès le matin. Fait que ça, c'était une parenthèse.
Oui, c'est une bonne façon de faire, d'écrire ton journal, puis d'aller dans le positif aussi, parce qu'on a tendance à ruminer aussi. Tu pars avec de quoi dans le derrière, puis là, tu rumines ça dans la journée, règle ça. Écris ça en quelque part, là, regarde, puis essaie de virer ça positif. C'est un autre petit truc niaiseux, le fameux Yen Reserve. Là. Moi, mes clients qui ont de la misère à dormir, je leur fais prendre dans une tasse d'eau chaude. C'est le même produit. Plutôt que de le prendre, parce que c'est une poudre, plutôt que de le prendre dans de l'eau froide, prends ça dans une tasse d'eau chaude. Puis là, tu vas t'asseoir dans un coin, là, puis tu bois ta tasse d'eau chaude, puis concentre-toi sur chaque gorgée que tu bois, puis respire. C'est niaiseux, là. Ouais, siroter, c'est pas avaler. Moi, je dis tout le temps ça aux clients. C'est le même produit, mais c'est un rituel. Tu installes. Puis là, je dois faire des respirations conscientes. Inspire pendant 10 secondes, expire pendant 10 secondes. Puis juste ça. Puis là, il y en a qui disent, hey, des fois, je suis venu pour mon drink, j'ai voulu me coucher. Mais finalement, t'en as peut-être même pas eu besoin, mais ça fait partie d'eux. Oui, super bon. Puis, tantôt, on a parlé rapidement du soufre. Oui. Puis là, il y a un gros phénomène, le monde se rend compte justement qu'il respire mal pendant qu'il dort. Puis là, c'est la grosse mode, les bandes sur le nez. Je sais pas si vous avez vu ça revenir, là. Même le monde font des vidéos. Fait que je pense qu'il y a bien des gens peut-être qui vont faire comme, oh, attends, l'affaire du souffle, là, ça m'intéresse. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que quelqu'un prendrait à l'année longue ou c'est... Il n'y a pas de problème à prendre ça. Il y a beaucoup de gens qui le prennent à l'année longue sans le savoir. Parce qu'en fait, les molécules soufrées, il y a le MSM, qui est souvent présent dans des formules à base de glucosamine, chondroïtine, collagène, qui est un soufre. La glucosamine sulfate contient du soufre. La chondroïtine sulfate contient du soufre. Fait qu'il y a des gens que ça fait des années, pour pas dire des décennies, qui utilisent des produits riches en soufre. La N-acétylcystéine, là, qui a fait beaucoup la manchette pendant la pandémie pour aider à fluidifier le mucus. C'est une molécule soufrée aussi. Donc, le soufre, c'est un minéral qu'on va retrouver dans énormément de composés, de molécules qui ont la vertu de soutenir le système articulaire, puis que les gens utilisent des fois, déjà souvent pour la question de la santé articulaire, mais qui est sous-utilisé si on parle du MSM, qui est un soufre peu dispendieux à comparer la N-acétylcystéine, qui est assez dispendieuse, qui est sous-utilisée pour ses vertus au niveau respiratoire. Puis ça, souvent, quand la personne est un ronfleur du type obstruction des voies respiratoires, là, les ronfleurs parce qu'ils congestionnent au niveau de la respiration, pas les gens qui ont une apnée à cause d'un embonpoint, puis qui ronfle à cause de la pression sur les voies respiratoires supérieures, mais quelqu'un vraiment qui est portant à faire de l'inflammation, de la sinusite chronique, de la rhinite, qui est connu pour ça, ou des maladies obstructives pulmonaires aussi chroniques. Quand on les embarque sur un souffle en fin de journée, oui, la ventilation, la nuit... le dosage, c'est quelque chose que les gens m'ont posé. Oui, ben c'est le MSM. Si on parle du souffle sous forme de MSM, qui est une forme que j'aime, tu sais, souvent, quand on parle de la vitamine C, on dit limite de la tolérance intestinale. Si les selles mollissent, c'est parce que t'es à peu près à sa dose optimale. Ben, le souffle, c'est quand tu te mets à péter. OK. Parce qu'il y a des gens qui vont prendre 2 grammes, 3 grammes, aucun gaz, aucun ballonnement. Puis il y en a qui, à 1 gramme, c'est déjà correct pour eux autres. Mais généralement, la dose, avant que ça génère des gaz un peu, c'est souvent la dose où c'est efficace. Okay. Donc, faut que ça te permette de mieux dormir sans empêcher l'autre à côté. C'est ça. Okay. Jusqu'à perdre sans suivre. Cool. Puis, messieurs, vous avez mentionné une couple de fois, sans rentrer dans les détails, l'ashwagandha. Ouais. Moi, je m'en fais poser des questions des fois dans le Zoom, puis Kevin, puis tout. Fait que pouvez-vous nous décortiquer ça? Oui, mais je vais laisser Mario. Ben, c'est une des plantes. D'ailleurs, son nom latin, c'est Witania somnifera. Mm-hmm. C'est une plante, c'est pas une plante somnifère, mais c'est une plante qui est utilisée pour aider un tout petit peu les gens qui sont sur le stress chronique, puis qui baignent un peu trop dans le cortisol, à tempérer ça. C'est une plante qu'on va utiliser beaucoup dans ce qu'on appelle la phase de résistance du stress. Parce que la façon que ça fonctionne, le stress, c'est que quand il se passe de quoi dans ta vie, tu freines brusquement dans le trafic, puis tu lâches 2-3 blasphèmes pour le conducteur qui est en avant de toi. Ça, 10 minutes après, c'est de l'adrénaline. 5 minutes après, c'est fini, puis ta journée continue, puis il n'y a pas de dommages. Mais tu sais, une relation de couple tendue, une relation familiale tendue, une relation au travail tendue, ça, c'est la petite goutte d'eau
qui tombent en même place, jour après jour, puis qui te fatiguent, puis... C'est celle-là qui fait des dommages, parce que dans un premier temps, le corps va augmenter sa production de cortisol pour te mettre dans la phase de résistance du stress. Puis tôt ou tard, si tu restes en phase de résistance pendant des années, tu vas tomber en phase d'épuisement où le taux de cortisol, il s'effondre pas. Il reste normal. Mais il est optimal. Pendant la résistance, il va tomber normal haut. Là, tu commences à moins bien dormir. Puis quand tu tombes en phase d'épuisement, il va tomber normal encore, mais normal bas. On parle de problèmes fonctionnels. C'est pas lésionnel, la glande, elle marche. Mais normal bas. Mais assez pour que là, ça réveille la fatigue, des étourdissements, une tendance aux chutes de pression, souvent les allergies qui sortent, l'inflammation qui se réactive. Fait que tantôt, on a besoin de moduler la courbe qui est juste débalancée, comme Vincent l'expliquait tantôt, pas assez de cortisol en début de journée, trop haut le soir, mais d'autres fois, on va avoir besoin de stimuler quelqu'un qui est rendu à la phase d'épuisement ou carrément de réduire un peu quelqu'un qui est à la phase de résistance. Puis l'ashwagandha, c'est une des plantes qui fonctionne bien à ce niveau-là avec le basilic sacré puis certaines autres là, qu'on va utiliser surtout avec ces gens-là, surtout en fin de journée. Puis ça, est-ce que, même chose, ils peuvent en prendre, il n'y a pas de... Quand on tombe en phytothérapie, il faut surveiller les interactions médicamenteuses un peu plus. Mais s'il n'y a pas d'obstacle à en donner au niveau des médicaments, on peut donner ça sur une base régulière, 8 semaines, 12 semaines. Quand on dépasse ça, la majorité des produits Santé Canada force les fabricants à inscrire dessus si ça dépasse 12 semaines, consulter un professionnel de la santé. Ça veut-tu dire que c'est dangereux? Pas nécessairement, mais de toute façon, comme j'explique souvent aux clients, de toute façon, quand tu dépasses 12 semaines avec un produit, si tu continues à utiliser ça tous les jours quand c'est à base de plantes, à un moment donné, ça plafonne, puis ça peut même diminuer au niveau de l'effet. Fait ce qu'on va souvent faire, je reprends l'exemple que je donnais à l'instant, un client qui, disons, a pris de l'ashwagandha en fin de journée pour une phase de résistance du stress, un surplus de cortisol, la misère à dormir, une tendance à prendre du poids avec taux de sucre et une pression qui se ramasse un peu limite. Mais s'il y a une bonne réponse avec l'ashwagandha pour 8 à 12 semaines, on va prendre la plante, on va l'amener un jour sur 2, puis on va l'alterner avec un basilic sacré ou d'autres choses qui ciblent la même réalité, mais qui fait en sorte que, tu sais, on est dans le domaine des produits naturels, donc on essaye d'agir avec des recommandations qui s'apparentent plus à celles qu'on mettrait dans une assiette, comme de la nourriture, puis, tu sais, si toi, tu dors bien avec une cuillère de beurre de pinot avant de te coucher, si tu fais ça pendant 20 ans, 365 jours par année, mais il y a des chances qu'à un moment donné, ça fonctionne moins bien ou que tu deviennes allergique aux peanuts. Fait que c'est... On essaye de prendre deux outils qui vont avoir sensiblement la même vocation. Utiliser 3 soirs par semaine 3 soirs par semaine l'autre, puis le soir de la game de hockey, prendons rien rendu là. Moi, c'est ça. Fascinant. Cette journée-là, t'en scratches dans le jambon. Mais tu vois, c'est... je faisais une farce, mais c'est parce que souvent, dans ces programmes-là, où je donne un jour sur 2 quelque chose, un jour sur 2 d'autres choses, je dis tout le temps aux gens, lundi, mardi, jeudi, mardi, c'est-à-dire lundi, mercredi, vendredi, certaines choses. Mardi, jeudi, samedi, certaines autres. Puis dimanche, faites une plage. Ça peut être n'importe quel jour de la semaine. Moi, la supplémentation en général, les gens sont surpris. Je leur donne la supplémentation, puis je leur fais, je leur dis, moi, c'est 5 jours semaine. Ou, là, ils me disent, mais il y a un effet cumulatif à tout, puis il y a une désensibilisation à tout. Il ne faut pas penser que parce que c'est efficace aujourd'hui, ça va l'être demain. Puis la dernière affaire que je voudrais faire avec la personne, c'est d'être obligé de doubler le dosage ou de le tripler pour avoir le même effet que j'avais au début. Fait que l'alternance, puis il y a des gens qui disent, mais ça va bien avec ça. Ouais, ça va bien parce que justement, tu fais ça. Fait que moi, le fameux Yin Reserve et Cool Down, souvent, je le fais. Mais je peux-tu prendre les deux en même temps? Oui, mais l'idéal, ça serait d'alterner les deux. Une journée sur 2 ou prendre une semaine une semaine l'autre ou au pire un mois si économiquement parlant c'est mieux pour toi. Mais je trouve ça intéressant que tu ramènes ça parce que c'est peu fait dans le domaine du fitness. Souvent c'est plus marche pas, présent plus. C'est more is better là.
Puis dans la physiologie du corps humain, c'est toujours trouver de la fameuse homéostasie là, qu'on perd souvent de vue, là, la fameuse équilibre. Puis je trouve que c'est ça. Dans le supplément, je regarde les dosages, des fois, je dis mais là, si t'es rendu là puis t'as pas plus d'effet, ça change le produit. Là. C'est ça, parce que souvent, le trop devient comme le pas assez. Tu prends un exemple, quelque chose qui vient soutenir le système nerveux parasympathique. Si t'en donnes un peu trop, des fois, l'effet s'inverse, là. On voit très bien cet effet-là sur une plante qu'on connaît tous bien dans le domaine, qui agit sur l'équilibre sympathique-parasympathique, qui est la valériane, qui est une plante clé, qui est une plante forte même pour le sommeil. Mais la valériane, puis ce qui est fascinant, c'est que le dosage de Pierre, c'est pas le dosage de Joséphine, puis le dosage de Bernadette. Chacun va répondre à une dose optimale qui est différente, donc il faut introduire ça doucement, augmenter la dose doucement, parce que la valériane, quand on a une dose trop forte, puis trop forte pour Pierre, c'est pas comme trop forte pour Bernadette, l'effet s'inverse. L'effet s'inverse, puis c'est le sympathique qui embarque, puis là, tous les gens qui nous écoutent, qui sont du domaine, le savent, la valériane, chez certaines personnes, là, surtout la petite madame bien mince, là, comme Valériane, justement, qui magasinait chez Avril, qu'on entendait claquer les souliers avant qu'on y entendait claquer les souliers avant qu'elle soit rentrée dans le magasin. Je me souviens de cette cliente-là. Elle s'appelait Valériane, mais tu sais, c'était pas la meilleure candidate à en boire avant de se coucher, ou très peu. Là, très peu. Je la voyais arriver, je me disais, j'en ai pour une demi-heure à répondre à ces questions. Comme par hasard, elle, parce qu'elle m'avait consulté un certain temps, elle dormait mieux avec une spécialité dans le temps de Leaning, un laboratoire homéopathique. Puis dans la spécialité, il y avait valériane D2. Donc la valériane diluée au 2/10. C'est pas de l'homéopathie, mais c'est plus de la phytothérapie. On est dans de la phytothérapie diluée au 2/10. Il y en a de la valériane dans la pelule, mais tu sais, c'est à dose pour valériane. C'est ça. Mais tu vois, on parlait de caféine tantôt, puis moi, j'ai vu des études là-dessus, mais j'ai vu surtout des clients qui ont des petites doses de caféine, surtout de la théine, des choses comme ça. C'est un léger stimulant de l'ordre de 20, 25, 50 mg dans certains cas, ça favorisait le sommeil. On parlait tantôt peut-être que ça les gardait dans une phase où la respiration était plus égale. Oui. Fait que tu sais, des fois, la thérapeutique, c'est de traiter le patient ou le client. Nous autres, dans notre cas, c'est un client selon sa réalité à lui. Puis c'est là que notre outillage est important, puis de ne pas y aller avec du one size fit all. Un coffre à outils garni. C'est ça. Puis surtout, le client qui t'arrive avec quelque chose d'original, effectivement, de ne pas le traiter de fou, mais d'essayer de voir, d'aller faire ton gazon. Exact. Le temps de réfléchir à ça, parce que je sors un side de brosse. Puis une autre chose que je dois t'amener aussi, parce que je sais que c'est dans tes cordes beaucoup. T'sais, on parlait un petit peu d'allergie, de réaction allergique, puis tout ça. T'sais, nous autres, dans notre domaine, il y a beaucoup de gens qui ont une monodiète. Là. Oui. Steak, blé d'Inde, patate. Là. Nous autres, dans notre cas, c'est plus blanc d'œuf, blanc de poulet, brocoli. Là. Tu m'avais parlé beaucoup de ça à un moment donné, de la diète rotative, puis moi j'ai implanté ça beaucoup, puis on perd ça de vue parce que ça devient plus compliqué. Je me souviens même de la période où tu avais implanté ça, parce que je me souviens qu'on en avait parlé ensemble, puis je me souviens t'avoir entendu le répéter dans un podcast ou dans une publication. Ça avait changé tout sur moi. C'est que, tu sais, à un moment donné, tu avais tellement utilisé la whey comme source de protéines à une époque de ta vie plus jeune que tu étais plus capable de l'avoir, la whey. Oui, c'est ça. Je suis devenu intolérant sévère. On fait des tests de dégustation, nous autres, d'un petit shooter, là. Je me trempe les lèvres là-dedans, puis j'entends mon intestin réagir. C'est incroyable. Fait que, tu sais, j'ai essayé d'implanter ça, mais ça devient compliqué un peu plus. Mais les gens, je pense qu'il faudrait qu'ils connaissent ça. Tu sais, si tu fais de la meal prep, là, qu'on appelle, nous autres, de préparer tes repas pour la semaine pour avoir le bon dosage de tout. Tu sais, on a tendance à faire 6 repas pareils. C'est moins compliqué. C'est moins compliqué, mais la redondance ça peut amener justement des intolérances, des allergies. Là. Je dois t'entendre là-dessus. C'est la meilleure recette. Ouais. La meilleure recette, tu sais, quand on regarde les intolérances puis les allergies majeures dans la société, ben, tu sais, l'arachide, le blé, les produits laitiers, tu sais, c'est des choses qui reviennent matin, midi, soir, des fois, chez certaines personnes, 365 jours par année. Par contre, des intolérances au wapiti,
c'est très peu commun. C'est ça, le monde n'en mange pas, tu sais. Les intolérances aux patates douces, relativement rare. Ça peut arriver, mais le principe de la diète rotative, c'est la vraie diète rotative, c'est quelque chose à suivre. Puis moi, j'ai jamais été... J'essaie de m'inspirer de ce qui est écrit, mais de pas y aller de façon trop dogmatique, parce que j'aime pas que le 3/4 des clients à qui je propose de quoi mettre ça de côté parce que c'est pas suivable. Parce que la vraie diète rotative, tu seras pas supposé de manger le même aliment plus qu'une fois aux 4 jours. Fait que pense un peu à l'architecture de ta meal prep, là. Ouais. Ça serait du sport. Mais, tu sais, si quelqu'un a ce principe-là, si j'ai mangé, puis l'autre affaire, c'est qu'à un moment donné, tu fais un pâté chinois le lundi. Il t'en reste. Avec, c'est ça, c'est là que je m'en allais. T'es pas pour le sacrer à la poubelle parce que tu veux pas en remanger le mardi. Fait que si t'as mangé, disons, de la viande hachée le lundi, de la viande hachée le mardi, ben, essaye donc d'y aller avec du poulet le mercredi, le jeudi, puis avec du thon ou une autre protéine le vendredi, le samedi. L'idée, c'est de varier pour réduire les risques d'apparition d'intolérance, d'hypersensibilité ou même d'allergie. Puis s'il y a des choses auxquelles tu es déjà allergique ou intolérant, ben la diète rotative, elle stipule que si c'est une allergie grave, c'est ta vie, il faut que tu l'élimines, mais si c'est une allergie mineure à modérée ou une intolérance alimentaire, souvent en prenant cet aliment-là et en l'éliminant pour une douzaine de semaines, tu es capable de le réintroduire sur une base rotative après sans qu'il dérange. La prévention de la réaction immunitaire, de l'intolérance alimentaire, parce qu'il y a une époque, là, on faisait des tests d'intolérance, c'était populaire. Là, on allait faire passer des tests dans des laboratoires, ça n'existe plus aujourd'hui, je pense que c'est même rendu... sous réserve médicale, ça prend une prescription maintenant. Mais tu sais, moi, les gars, ils revenaient, puis j'étais capable de prédire c'est quoi que j'aurais comme résultat. Ah, t'es intolérant au blanc d'œuf, t'es intolérant au thon, t'es intolérant au poulet, ce qu'ils mangent tous les jours. Ben, tu sais, là, on introduisait, mais le papier leur servait de dire, ben, regarde, ce que je te l'avais dit, on le voit, là, c'est écrit. Fait que d'essayer d'introduire, tu sais, je leur faisais 3 idées de déjeuner, 3 idées de dîner, 3 idées de souper, puis ils roulent là-dedans. Puis essaye d'introduire, mais même chose des suppléments, les protéines en poudre. Le monde me dit, c'est quoi la meilleure protéine en poudre? C'est celle que tu vas tolérer longtemps. Le profil de sélénine, c'est intéressant. Là, oui, on le connaît pour l'anabolisme à cause de la leucine et tout ça. Mais si t'en prends tout le temps, tu vas te retrouver comme moi. Fait que, tu sais, prends autour de ton entraînement, les jours où tu t'entraînes, les jours où tu t'entraînes pas, tu prends pas ça, prends une autre protéine et tout ça. Mais c'est pas une pratique qui est très populaire dans notre domaine. Tu sais, c'est beaucoup, tu sais, la diète est très, très monodiète. Puis des gens qui développent des leaky gut, des intolérances alimentaires, qui ont des réactions alimentaires, des problèmes digestifs dans l'entraînement, il y en a énormément. T'sais, si on peut aller vers le leaky gut aussi, là, parler de la fameuse paroi, ça, comment tu le décèles chez quelqu'un, puis une fois que tu as ça, tu t'en sors comment? Ouais. Ben, tu sais, moi, je dis qu'il faut pas s'inventer un leaky gut, mais il faut en tenir compte quand il est là. Puis encore là, il y a une foule de tests qui existent pour dépister ça, mais quelqu'un qui fait du bureau comme toi, comme moi, depuis 20 ans, 30 ans, à un moment donné, ce qu'on comprend du leaky gut syndrome, c'est que n'importe où dans le corps humain, quand il y a de l'inflammation chronique, les cellules, ils se dilatent, ils enflent un peu. Puis c'est pas différent dans l'intestin que dans n'importe quel autre tissu. Quand il y a de l'inflammation, de l'irritation chronique au niveau intestinal, les cellules, ils se maintiennent dans un état plus inflammé, pas comme dans une maladie intestinale inflammatoire. Ça n'a rien à voir. Le leaky gut, c'est fonctionnel, c'est pas lésionnel. Mais cette situation-là fait en sorte que la membrane, quand elle est enflée, elle perd sa perméabilité normale. Le magnésium fout le camp, le potassium fout le camp, le calcium va s'accumuler en trop grosse quantité. Il va être pris un peu en otage par le mécanisme de l'inflammation qui, tôt ou tard, fait apparaître des calcifications d'un tissu où il y a de l'inflammation chronique. Mais la membrane, en s'étirant, elle perd sa perméabilité normale. C'est vrai pour les oligo-éléments de la cellule, magnésium, potassium, fout le camp, le calcium rentre trop, mais c'est vrai aussi pour sa capacité de barrière. Donc, l'intestin qui est irrité, qui est inflammé de façon chronique, va perdre
on pourrait dire, sa capacité à faire une barrière optimale. Parce que c'est important d'absorber les nutriments, mais c'est important de ne pas absorber des peptides qui n'ont pas été suffisamment digérés par les enzymes, des endotoxines qui viennent de la prolifération de certaines bactéries dans nos intestins. C'est important de ne pas absorber ça parce qu'autrement, ça ne devient pas la cause des maladies inflammatoires, mais ça devient un facteur aggravant. Parce que comme les étincelles d'un feu de foyer, ça part en circulation dans le sang, puis ça va aller mettre le feu aux poudres partout où tu as de l'inflammation. C'est pour ça que le leaky gut, il est reconnu comme une condition intestinale qui va beaucoup amplifier, pas causer, mais amplifier des phénomènes d'arthrite, des phénomènes d'allergie, des phénomènes d'urticaire, des phénomènes de psoriasis. Puis on n'invente rien. Là. Dr. Lauper, dans les années 40, parlait déjà de ce phénomène-là. Il disait que les gens qui avaient de la prolifération de colibacilles dans l'intestin, ils se ramassaient, oui, avec des infections urinaires plus souvent, mais avec des prostatites plus fréquentes, des eczémas moins contrôlables, des psoriasis moins contrôlables, des arthrites moins contrôlables par les médications d'usage parce que ce problème-là se rajoutait. Puis quand je disais tantôt, on ne s'invente pas un leaky gut, ce que je voulais dire, c'est que, étant donné que ça vient d'une irritation, cette dilatation-là, qui fait perdre la perméabilité normale des cellules, ben moi, un client qui vient me voir puis qui me dit les intestins fonctionnent 2 fois par jour, j'ai pas de ballonnement, j'ai pas de gaz, je le questionne sur ses selles, les selles sont normales, je vais pas y en inventer un, leaky gut, parce que c'est en mode. Je vais aller travailler ailleurs parce que peut-être qu'il a besoin de tonifier le cortisol des surrénales. S'il y a mal partout, peut-être qu'il a besoin de moduler un peu la production des facteurs pro-inflammatoires au niveau d'une immunité en déroute, tu sais. Mais oui, le leaky gut, il est pas toujours, mais souvent présent. Puis à ce niveau-là, on a les méthodes complémentaires ont fait leur preuve, là, que ce soit avec la L-glutamine ou tout ce qu'on connaît comme plante aussi qui vient supporter ça. Peux-tu nous en parler un peu plus? Toi, tu viens de sortir L-glutamine. Les gens connaissent ça dans notre domaine. On a travaillé chez les sportifs avant parce que c'est glucoformateur aussi, mais on en connaît plus sur son effet sur l'intestin, l'inflammation, puis la capacité de nourrir un peu l'épithélium, la famille. Ouais. Ça serait quoi ton utilisation? Tu sais, dans un cas où il y a peut-être quelqu'un qui s'est fait dire qu'il a un intestin irritable, qui sait qu'au niveau intestinal, il est irritable, qui a tout passé son panel de tests médicaux pour confirmer qu'il n'y a pas une colite ulcéreuse ou une maladie de Crohn ou une autre maladie inflammatoire intestinale, ben on va généralement recommander un 5 grammes. Des fois, ça peut aller jusqu'à 10 grammes de L-glutamine aux 2 jours, si c'est quelqu'un qu'on suit à l'année, avec des mélanges de plantes comme l'orme rouge qui agissent sur le même phénomène au niveau de l'intestin, et puis d'autres éléments qu'on va donner une journée sur 2 aussi pour réduire cette irritation-là chronique au niveau intestinal, puis revoir la diète de la personne pour essayer d'améliorer ça, qu'il y ait le moins possible de fermentation, de putréfaction dans l'intestin. Puis... Parce que les symptômes d'un leaky gut, parce que on parle, c'est sûr, systémiquement parlant, ça auto-entretient l'inflammation, les maladies auto-immunes. Il peut y avoir des facteurs aussi même au niveau cérébral, parce que le leaky gut et le leaky brain, c'est pas nécessairement étranger non plus. Là, non, puis le cerveau aussi a une barrière hémato-encéphalique, puis cette barrière-là n'est pas différente de la barrière de l'intestin. C'est juste que là, on parle beaucoup de l'intestin, puis pas encore suffisamment du cerveau, mais cette barrière-là aussi, s'il y a de l'irritation chronique à ce niveau-là, elle devient plus perméable qu'elle devrait. Parce que quand on améliore l'intestin, on améliore souvent des symptômes au niveau dépression, brain fog, toutes sortes de patentes qui agissent au niveau du cerveau. Je t'amène juste à savoir, on en parlait tantôt, tu disais, bon, la personne va à la selle 2 fois par jour, elle n'a pas de ballonnement, j'ai un leaky gut. Moi, même matin, je veux peut-être pas m'auto-diagnostiquer, mais identifier que j'aurais peut-être un problème à ce niveau-là. Ça serait quoi mes symptômes, mettons? Moi, je vais-tu à la selle moins souvent, plus souvent? Généralement, c'est pas une règle, là, mais tu sais, quelqu'un qui ça va un petit peu plus une tendance vers la diarrhée, quoique c'est pas une règle, parce qu'on peut voir le contraire aussi.
mais assez souvent, quand c'est irrité, l'intestin, il devient... il va commander plus souvent. Moi, j'aime mieux ça. La question que je dis souvent aux gens, c'est comment ça vous commande, tu sais, parce que il y a beaucoup de ténès puis de fausses envies aussi dans le côlon irritable. Fait que des gens, ça va les commander 10 fois par jour, c'est pas normal. Il y en a, ça va les commander 10 fois par jour, mais ils ont l'intestin tellement spasmé qu'ils vont en selle quand même aux 4 jours, tu sais, mais ils sont contractés comme s'ils avaient envie d'y aller. C'est comment ça commande en journée. Après ça, est-ce que les selles ils ont un aspect normal? Souvent, quelqu'un qui a l'intestin plus irritable, ça va jouer de la diarrhée aux selles qui sont très difficiles à essuyer parce que le transit n'est pas idéal. Fait qu'il reste un peu plus de gras puis d'huile qui devrait dans la selle. Fait que ça fait des selles plus difficiles à essuyer. Des fois, des selles qui libèrent des cernes gras à la surface de la toilette. Les gens qui ont du TNET, des contractions de l'intestin importantes. Il y a des gens qui ont du ballonnement important, gonflement, gaz, tu sais, qui sont pas confortables au niveau de leur ventre. Puis assez souvent, des gens qui se lèvent le matin pas pire, mais à mesure qu'ils mangent puis que la journée progresse. C'est la madame qui te dit, là, tu sais, je me lève, moi, le matin, c'est flat, puis le soir, on dirait que je suis enceinte de 3 mois. On voit ça souvent chez les filles, surtout. C'est souvent le commentaire qu'ils vont donner. Pourquoi il y a plus de femmes que de monsieur qui ont ces symptômes-là? Je le sais pas. J'ai lu toutes sortes d'affaires là-dessus, là, des influences hormonales, etc. Mais je pense qu'il y a peut-être plus de femmes qui sont à l'écoute de symptômes que de monsieur. Puis peut-être les femmes sont ballonnées, monsieur pète, tu sais. Fait qu'un gars que tu veux... Ouais, un gars que tu veux questionner à savoir s'il y a une possibilité d'avoir l'intestin irritable, questionne-les pas sur ses ballonnements, questionne-les sur ses gaz. C'est bête. Tu vois, j'ai un exemple. C'est bête, mais c'est ça pareil. Ouais. J'ai un exemple de ça. Elle va être contente que je parle de ça au podcast. Elle n'écoutera peut-être pas, mais en tout cas. Mon ex-femme, moi, j'étais avec pendant 18 ans, mais elle avait des problèmes de transit. Puis puis quand j'ai étudié en naturopathie, j'étais avec elle. Attention, je la connais. Pas canadien, en plus. Mais son cas était quand même particulier parce que quand on partait en voyage, elle, c'était zéro. Là. On peut être parti 2 semaines, elle n'allait pas à selle pendant 2 semaines. Ouais. 2 semaines. J'ai connu c'est la maison seulement. La maison seulement. Puis, ça jouait beaucoup avec son cycle. T'sais, durant l'ovulation, c'était pénible. Durant la menstruation, ça allait mieux. Fait que là, j'ai compris qu'il y avait peut-être une incidence hormonale, mais comment le régler, c'était une autre histoire. Parce qu'on essaie bien les affaires. C'est devenu un cas clinique puis un cas d'étude pour moi pendant que j'étais étudiant. J'essaie bien les affaires sur elle. Mais c'est flagrant de voir que quand tu parles de ça avec ta clientèle, les gars, moi, on m'a dit, à tout va, je mange, à toi, les filles, écoute, moi, j'avais dans mon questionnaire d'entrée, à un moment donné, la question, avez-vous des problèmes de régularité? C'était pas la bonne question à poser parce que tout le monde me disait non. Puis là, après ça, je posais des questions sur le système digestif. Avez-vous des ballonnements? Avez-vous du reflux gastrique? Puis tout ça. Puis là, il y avait une question après ça qui se rajoutait, c'est allez-vous à la selle tous les jours? Mais la régularité, si t'avais pas de problème de régularité. Puis là, allez-vous à la selle tous les jours? La personne disait, je vais aux 3 jours. Mais je dis, vous avez des problèmes de régularité? Non, je vais régulièrement aux 3 jours. J'étais très régulière. C'est ça. Fait que la régularité, ça devenait un peu, pas objectif. Fait que je me disais subjectif. J'ai dit, bon, je vais enlever ça de mon questionnaire. Il m'a posé la question tout de suite, combien de selles par jour? Puis quel aspect ça a, puis tout ça. Le monde trouve ça un peu bizarre, mais c'est hyper important parce que je te change ton alimentation, puis ça fonctionne déjà pas là. Je coupe les fibres, puis je t'augmente tes protéines, t'es déjà constipé, je pense pas que je te rends service. Donc, c'est une chose à regarder, là. Puis la fameuse connexion, on pourrait en parler longtemps, mais c'est important, je pense, parce que, moi, comme je te dis, je fais encore de la clinique, puis je vois les questions qui viennent. La fameuse connexion là, du nerf vague là, entre l'intestin et le cerveau, là, la voie afferente là, entre le fameux côlon irritable, c'est une maladie neurologique ou c'est vraiment un problème physiologique de l'intestin ou c'est les deux ou qu'est-ce qu'il y en est quoi? Je pense que c'est un peu des deux. C'est un peu des deux parce qu'on va... Puis ce qu'il y a de mieux dans un programme de supplémentation complémentaire pour quelqu'un qui se présente en naturopathie,
qui est déjà suivi au niveau de son médecin, mais qui s'est fait dire, on traite ton hypercholestérolémie, on traite ton hypertension, des problèmes de ventre, on a passé tous les tests, puis il n'y a pas de maladie là, c'est un phénomène de côlon irritable, c'est fonctionnel. Fait que va lire sur FODMAP ou va voir une diététiste, puis ça se solde généralement par ça. Puis là, les gens, c'est là qu'ils vont être amenés logiquement, puis à souvent consulter en méthode complémentaire. Puis il faut, la plupart du temps, les meilleurs résultats, on l'a en travaillant les deux aspects. Tu vas prendre souvent, quand il y a une dynamique de côlon irritable, oui, il peut y avoir une implication du nerf vague là-dedans, mais en arrière du nerf vague, c'est toute la régularité circadienne de ce qu'on appelle la balance neurovégétative. Un gros mot qui veut dire que ton système nerveux sympathique qui t'aide à fonctionner, à être dynamique, à travailler, à ce que les idées te viennent vite en tête, puis le parasympathique qui t'aide à te détendre, à digérer, à faire une sieste après dîner, à dormir le soir, ça se balance ça durant la journée constamment, ces deux systèmes-là. Puis il y a des gens, qu'au lieu de se balancer comme ça se balance comme ça. Puis il y en a que ça reste carrément quasiment barré, où ça devrait pas pendant une période. Puis dans le syndrome du côlon irritable, c'est reconnu comme une maladie qui est accompagnée d'un déséquilibre du sympathique-parasympathique, donc du système nerveux qui implique le nerf vague. Puis il y a des substances qui n'agissent pas du tout sur l'intestin a priori, comme l'oligo-élément qu'on appelle le manganèse-cobalt, qui a eu son approbation de Santé Canada pour écrire sur le produit syndrome du côlon irritable, sans que ça ait aucun effet direct sur l'intestin. Ça agit sur l'équilibre du système nerveux sympathique, parasympathique, puis ça fonctionne très bien. Mais un client qui aurait un bon impact en travaillant avec le manganèse cobalt comme ça pourrait arriver puis travailler avec une combinaison d'L-glutamine, d'orme rouge pour avoir un impact plus direct sur l'intestin. Puis le travail holistique qu'on peut faire, il serait de beaucoup bonifié à si on s'adresse juste au système nerveux ou juste à l'intestin. Oui, parce qu'en médecine traditionnelle, ils traitent souvent les antidépresseurs, le syndrome du côlon irritable. Ils vont aller donner un médicament qui va inhiber un peu justement ces fluctuations-là ou de sorte. Mais tu sais, ça fonctionne. C'est là qu'on voit que l'incidence du système nerveux. Moi, je dis tout le temps aux gens, vous avez tous vécu des situations où c'est votre système nerveux qui guidait votre intestin. T'es stressé avant un examen quand t'es jeune, des crampes dans le ventre, t'as les selles molles. Avant un premier rendez-vous, tu te dis, je croche, j'ai mal. Fait que c'est pas l'intestin qui commande ça, là, c'est la voix ça te fait penser à des affaires. Mais reste que, tu sais, faut le comprendre, c'est parce que, tu sais, le fameux côlon irritable, c'est un peu comme la fatigue chronique, c'est un peu comme, tu sais, c'est une genre de poubelle diagnostique, un peu que, le syndrome du côlon irritable, ouais, mais pourquoi je suis arrangé avec, tu sais, qu'est-ce qui a fait de quoi? Fait que, l'alimentation, c'est une chose. Moi, je regarde mais après ça, je regarde beaucoup le reste, puis je me dis, regarde, il est irrité, ton côlon, là, mais tu sais, il y a des femmes à dire, mon côlon est irritable. C'est mon mari vous parlez? Non, je dis, c'est pas. Il vous irrite, en tout cas, ça, c'est certain. Facteur aggravant, ça peut. Fait que, tu sais, le système nerveux, puis tout ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens. On a une amélioration avec l'alimentation, mais on a encore une meilleure amélioration en gérant, comme on parlait tantôt, du fameux rythme circadien, la gestion du système nerveux, le sommeil, tout ça. Ça rentre dans l'ordre pour plusieurs personnes d'emblée avec ça. Puis quand on regarde les gens qui s'entraînent, il y en a beaucoup qui prennent trop de stimulants aussi. Là, le fameux pré-workout, des boissons énergétiques, la caféine, puis tout ça. Puis là, ça a un effet périphérique. Ça a un effet au niveau systémique aussi. Puis là, on a des gars, moi j'en ai, là, des 6, 7, 8 selles par jour. Puis tu considères ça normal, mais quand ça sort plus que ça rentre, quelque chose ne marche pas. Si tu mangeais beaucoup, à un moment donné, je pourrais dire, bon, OK, il y a une balance entre l'évacuation et ce qui rentre. Mais là, quand c'est rendu que t'as plus de sel solide, puis on fait faire, à un moment donné, je les réfère dans certains cas, puis fonctionnellement parlant, il n'y a pas d'irritation, il n'y a rien, on fait une coloscopie, il n'y a rien. Mais là, écoute, il va falloir qu'on ralentisse ton système nerveux. Tu es wired, sympathique tout le temps, 365 jours par semaine, par année, c'est-à-dire.
Fait que je voulais t'entendre là-dessus parce que c'est mitigé, c'est mal connu. On a tendance, encore une fois, à cause d'avoir une attitude un peu segmentée. Là, bon, l'intestin irritable, il existe en soi, là, mais il est guidé par quelque chose. Il faut toujours travailler autour. Puis souvent, on n'a pas le choix de travailler autour en naturopathie parce que il y a tous ceux qui arrivent avec un problème fonctionnel, comme un côlon irritable, mais il y a tous ceux qui arrivent avec une maladie établie, puis qui prennent un médicament qui agit sur un paramètre de la maladie. Mais on a besoin de considérer de façon holistique où on peut travailler ailleurs autour pour améliorer la personne, parce que s'il n'y a pas juste dans le côlon irritable, pour reprendre l'exemple du manganèse cobalt, que de travailler l'équilibre du sympathique parasympathique va aider. Il y a chez quelqu'un qui est traité au niveau médical puis suivi pour une colite ulcéreuse, une maladie de Crohn, mais qui, malgré ça, n'est pas confortable au niveau intestinal. On va-tu aller donner des anti-inflammatoires naturels par-dessus des anti-inflammatoires de synthèse qui agissent sur l'intestin? On n'a pas beaucoup à gagner, mais si on travaille à moduler l'équilibre du sympathique parasympathique, mais là, on agit vraiment où la naturopathie est supposée d'agir de façon complémentaire, puis on passe 4 ans à se former pour l'avoir, cette vision-là. Ouais. C'est notre expertise. Fait qu'il va falloir qu'au Québec, un moment donné, le monde la reconnaisse, puis se mette à dire, ben il y a du monde pour ça. On est l'enfant pauvre au Canada. Là, on parle d'Europe souvent qui sont plus avancés. Aux États-Unis, c'est une chose, mais tu vois juste l'autre bord d'Ontario, les cliniques où tous les professionnels travaillent ensemble, puis qu'il y a une vision plus globale. On espère arriver un jour, là, mais... Tu traverses le pont à Hawkesbury, puis c'est un autre monde. C'est un autre monde. Là. Au Québec, malheureusement, là-dessus, on est mal guidé un peu. Écoute, Mathieu. Pourquoi j'ai dit ça? Mario, on a fait un bon bout. La dernière chose sur laquelle je t'ai interpellé, parce que on est 2 gars dans la cinquantaine. Hein? Ouais. Déjà? On est rentré ici, on avait 40. C'est Christement. On est rentré ici, on avait 40, mais on est rendu dans la cinquantaine. On a un auditoire qui est un peu plus jeune. On a beaucoup de monde dans le fitness, dans le domaine de l'entraînement, mais on commence à avoir de plus en plus de monde qui veulent... Moi, j'ai fait une conférence là-dedans, ça s'appelait le trade-off entre performer et perdurer. Là, c'est le genre de changement qu'il faut que tu implantes dans ta vie pour être capable de continuer à avoir des résultats en vieillissant que tu faisais pas. C'est quoi l'échange qu'il faut faire rendu à 50 ans versus un gars de 20 ans ou 30 ans ou une femme de 20 ans, 30 ans pour être capable d'avoir des gains, mais les préserver dans le temps? On modifie-tu le volume d'entraînement? Qu'est-ce qu'on change au niveau de l'alimentation? Est-ce qu'il y a des incontournables au niveau de la supplémentation de ton côté? Comment tu adresses ça de ton côté d'abord? Parce que tu as le passé d'athlète que tu as aussi. Là. Fait que, comment tu réussis aujourd'hui à avoir la vie que tu as et la santé que tu as? Qu'est-ce qui devient un déterminant pour toi? C'est une grosse question. Probablement que tu vas m'aider comme les autres à y répondre avec ton point de vue. Mais il y a une chose dans ce que tu as dit qui me fait réfléchir d'entrée de jeu, c'est de dire, pour continuer à s'améliorer, la première des choses, c'est moi, à 45 ans, j'ai commencé à dire... moi, de revenir, disons, sur un parcours que je suis habitué de faire année après année, l'année d'après, avec le temps que je faisais l'année d'avant, je me suis amélioré. OK. Fait que, tu sais, c'est d'être capable d'accepter que, à un moment donné, la vie, c'est comme monter une côte en vélo, tu sais. Puis, à un moment donné, t'arrives en haut de la côte, la vue est belle, c'est magnifique. Puis, l'autre bord, tu peux juste mettre les freins en descendant, mais ça reste que tu descends la côte pareil. Fait que je pense que c'est d'être conscient que il arrive un temps que la même performance, on pourra pas la faire. Entrer une série de 100 mètres à la piscine en roulant une 15 à chaque 100 mètres, puis en repartant une 25, c'est fini. Sauf que si j'y allais plus à la piscine depuis 5 ans, je ferais pas la même série en tenant une 20 sur une 30, tu sais. Je ferais peut-être plus. Puis je le sais, ça, parce que il y a des périodes où on va arrêter pour différentes raisons. Puis ça, c'est l'autre élément de réponse que je voulais donner. Parce qu'une autre affaire, je me suis mis à dire aux gens à 45 ans,
Il me disait, tu prends pas de break après ta saison? Il dit, non, je prends plus de break. Je ralentis, mais je prends plus de break parce que la vitesse à laquelle on perd quand on arrive à 45 ou à 50 ans, ou même à 55 en montant maintenant, c'est trop. C'est trop, ça décourage pratiquement de recommencer. Enfin, moi, c'est ce que je suggère aux gens aussi, mais c'est ce que j'applique personnellement. J'arrête plus. Je ralentis par période. Je vais me donner... je vais ralentir, mais j'arrête plus. Puis, m'a t'avoué, même blessé, j'ai réalisé à un moment donné que ça récupérait mieux en faisant un peu moins en volume, moins en intensité, que de s'arrêter, puis que tu sais, la musculature, le système cardiovasculaire, il se désadapte plus rapidement à l'effort. Tu sais, il est plus long à adapter, puis il est plus vite à se désadapter. Fait, de un, j'arrête plus. De deux, je me pardonne, entre guillemets, je devrais dire, si pour une même série ou un même entraînement, c'est pas le même rythme qu'avant. Faut changer notre grille d'évaluation. Puis continuer à avoir du plaisir, c'est très important parce que même si tu n'es plus tout à fait au même niveau de performance, faut que tu continues à avoir du plaisir. Puis après ça, ben il est certain que c'est le même principe avec la diète puis la supplémentation. Ça prend une supplémentation qui est un peu plus personnalisée, un peu plus soutenue, qui tranquillement commence à tenir compte de tes points faibles, parce que tes points faibles, c'est les premiers à te rattraper dans la vie. Hein? Si on voulait faire une caricature, là, tu pourrais mettre le gars qui court en avant, puis les points faibles, là, il serait sur le point d'y toucher en premier, tu sais. Quelqu'un qui est moins génétiquement moins bien construit au niveau des articulations, ça risque d'être ça qui va le rattraper en premier. L'autre, qu'au niveau cardiovasculaire, il y a des limitations, ça risque d'être ça qui va le rattraper en premier. On n'est jamais plus fort que notre point le plus faible. C'est toujours les premiers à nous rattraper. Fait qu'il faut tenir compte de cette réalité-là en vieillissant, puis commencer à supplémenter un peu plus où on a des points faibles. Fait qu'il n'y a pas de recette... il n'y a pas de recette pour tout le monde à ce niveau-là. C'est sûr qu'il y a des incontournables. Là. En vieillissant, ça prend un bon oméga 3, ça prend un apport de vitamine D suffisant, ça prend normalement une quantité de minéraux qui est un petit peu plus régulièrement pris que plus jeune. Les vitamines B aussi, il faut y voir de plus proche. Au niveau nutritionnel, il faut supplémenter de façon mieux personnalisée, mais plus soutenue. Puis avec la diète, c'est pareil. C'est que l'écart que tu fais à 30 ans, tu sais, quand tu t'enfarges, puis que tu prends une deuxième ou peut-être même une troisième coupe de vin, ben rendu à 55 ans, 3 coupes de vin, les deux chiens, ils vont attendre après moi longtemps le lendemain matin. Oui, c'est ça. Tu sais, parce que je sors tous les matins pour courir. C'est systématique. Ils courent à tous les matins. Moi, je fais plus de compétition, mais je cours, c'est de 30 à 90 minutes tous les matins avec les deux chiens. C'est mes meilleurs compagnons pour l'entraînement parce que même les matins où je fais le pas, ils sont assis, puis... Moi, je me suis fait un programme d'entraînement, une périodisation d'entraînement, puis je l'appelle « Do it anyway ». C'est ma périodisation. Fait que dans l'année, là, je me fais un programme, sur souvent des phases de 3 mois, puis la moitié du temps, je suis pas capable de faire tout ce que je m'étais programmé. Mais le programme s'appelle « Do it anyway ». C'est-à-dire, la journée, ça me tente pas, j'ai mal au dos, ben, je vais enlever l'exercice de deadlift, par exemple, dans mon programme, mais do it anyway. Je vais faire la moitié de ce que je pourrais faire, mais je vais être dans le gym la même durée, je vais faire moins, je vais faire plus d'exercices de mobilité, mais j'y vais pareil. Je suis fatigué, do it anyway. J'ai mal, do it anyway. Je suis blessé, j'ai été blessé aux épaules, 2 tendinites aux épaules. J'ai fait tout le reste que j'avais pas besoin de mes épaules, mais j'y allais pareil. Je trouve ça bon que... Parce que dès que tu commences à te donner l'espace de te retirer, tu régresses fois 1000. C'est fou comment ça perd vite. Ça va vite. Fait que le fait de te discipliner, c'est d'abord ça. Le monde dit « Ah, je suis pas motivé. » Tu ne seras jamais motivé 365 jours par année. Il faut que tu sois discipliné dans la vie. C'est « do it anyway ». Moi, je l'ai appelé de même, puis je trouve ça drôle parce que je le lis des fois sur mon programme. Je l'écris, mon programme. Avant, j'étais comme « Ah, aller au gym, si je fais ça à cette heure, c'est sûr que je serais jamais optimal. » Fait que
je trouve cet aspect-là bien important. De le faire no matter what. Ça s'inclut plus jeune. Tu dis que tu aimais ça. Il a aimé être en forme, être en santé. Il a aimé performer, mais il a la sensation, quand tu es plus vieux, de dire j'ai 52 ans, t'en as 51 et demi, toi. 50. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, on est encore capable de faire beaucoup de choses. Puis tu sais, écoute, je peux étirer ça longtemps. Fait que le plaisir vient aussi du fait que tu régresses pas. Tu sais, moi, plus jeune, c'était beaucoup progresser, performer. Puis là, c'est comme dire, hey, j'ai 52, puis je fais la même affaire que je faisais quand j'avais 49, mettons. Ouais. À 53, je suis encore là. Le matin de mes 60 ans, je fais encore ce que j'étais capable de faire à 50 ans. Ça va être ça ma victoire, ça va être ça mon plaisir de. Fait que là, je suis rendu plus dans garder les acquis que de vouloir en acquérir des nouveaux. Là. Fait que ça, c'est puis là, il y a des affaires qui changent. Ta peau va pareil, les articulations. Moi, je trouve ces articulations de pire. Là. Mais cet aspect-là, puis la supplémentation, de base, tu as parlé un petit peu de vitamine D, tu as parlé de certaines vitamines. Fait que tu dirais qu'une bonne multivitamine minéraux, ça serait une bonne multivitamine et minéraux, moi je dis souvent, c'est comme quand tu fais du pavé uni. Tu mets tout le temps un screening en dessous de ton pavé uni pour que ça soit une belle job, parce que si tu poses ça sur du concassé, ça va durer 2 semaines, il n'y a plus rien qui va être beau. Ça prend une bonne couche de screening. C'est pas ce que tu vois, le screening. C'est pas ce qui paraît. Mais si tu l'as pas fait, ton screening comme il faut, le pavé uni, il tiendra pas. Ça fera pas une belle job dans le temps. Puis une multivitamine et minéraux, on prend pas ça pour soulager un problème de santé. On prend ça pour se donner une base en nutriments qui Dieu seul le sait, puis c'est même pas de la naturopathie que de dire c'est essentiel. Là. Il y a des instances scientifiques qui le disent. Juste un mot vitamine, si on analyse l'étiologie du mot. Une bonne base, puis par-dessus ça, ben tu vas chercher les éléments pour les petites faiblesses que tu as. Si tu sais que tes faiblesses sont au niveau articulaire, ben, tu vas aller chercher ton collagène, ta glucosamine, ton soufre. Tu vas capitaliser en rajoutant ça un peu en plus grosse quantité sur ton programme. Si tu sais qu'au niveau cardiovasculaire, au niveau cognitif, tu as des enjeux, tu vas pousser un peu plus sur tes oméga 3. Tu vas moduler ce que tu prends par-dessus la multi, mais oui, ça, c'est pas mal un incontournable. Puis, tu disais tantôt d'autres choses aussi, qui m'ont fait réfléchir, puis les gens, souvent, ce que je vais leur répéter, moi, c'est tu attends pas d'être bien pour le faire, fallait pour être bien. Exactement. Parce que si t'attends, puis ça, c'est encore plus vrai après 50 ans. Si t'attends de te lever le matin en te disant « Yes! » Tu sais, ça m'arrivait, ça. Ça m'arrivait à 20 ans, à 30 ans. « Yes! » On s'en va faire des intervalles à J.H. Leclerc, 10 fois 400 matin. Puis j'ai commencé quasiment à courir avant d'être rendu. À cette heure, il y a un petit effort. Si je suivais ce que j'avais envie de faire, il y a bien des matins, je n'irais pas. Mais j'y vais parce que je sais que je suis pas le même gars après. Ben après, c'est ça. Moi, je rentre au gym des fois, puis je commence juste à faire mon stretching. Ah, les épaules, sont raides. Mais quand j'ai fini mon entraînement, j'ai retrouvé ma souplesse. Je l'avais pas faite. Comment de journée j'aurais enduré ma raideur avant de dire je suis assez bien pour aller m'entraîner. Lose it or lose it. Exactement. La dernière question. On va finir avec ça aujourd'hui parce que moi, j'en aurais pour la journée, mais je vais te libérer. Là, il y a une recrudescence de la créatine. La créatine, on l'a utilisé beaucoup dans la performance. Puis là, on est dans le thérapeutique un peu plus. J'ai lu des affaires sur la fibromyalgie. On a sur le déclin cognitif. C'est quoi ta position sur la créatine? Ben, je pense que c'est bon qu'on s'y intéresse pour d'autres applications. Puis c'est justifié, d'autant plus que ce qui sort, c'est assez probant. Puis comme n'importe quoi d'autre, la créatine, quand elle est utilisée de façon intelligente, à une dose intelligente, c'est pas un problème d'en recommander à quelqu'un pour un autre usage que le volume musculaire, qui est juste une de ces facettes, là, parce que là, moi je suis pas au courant de tout, mais je sais qu'au niveau cognitif, vraiment, là, ça ressort. Puis, tu sais, c'est pas juste qu'il y a décrit dans les quelques petites publications qu'on peut trouver, c'est ce que les gens nous disent. Oui, effectivement.
Puis tu sais, je te dirais, moi, même avant qu'il commence à en parler, c'était des observations, moi, que j'appelais anecdotiques. Ça veut dire, tu donnes ça au client parce qu'il s'entraîne, il veut travailler sa masse musculaire un peu, sa récupération musculaire. Si tu vas prendre 5 grammes de créatine par jour ou les jours au moins que tu t'entraînes, puis la personne passait le commentaire des fois que... Meilleure énergie, meilleure concentration. C'est ça. Mais tu sais, les mitochondries, il n'y a pas juste des muscles, là. C'est ça l'affaire. C'est en plein ça. Puis quand on travaille avec du naturel, c'est qu'on envoie des engrais dans le système, mais comme quand on met des engrais dans un jardin, normalement, ça va mieux pousser. Mais si tu as mis un engrais pour les carottes, ça veut pas dire que ça va pas servir à tes patates en même temps et à tes radis. C'est ça que les gens oublient. Souvent, on supplémente dans une optique, mais il n'y a pas un produit naturel qui est bon pour une chose. Puis ça, c'est une des grandes aberrations de l'histoire des NPN puis de Santé Canada, qui n'est pas capable d'engager du monde qui connaissent les produits naturels pour s'occuper de la réglementation des produits naturels. Le jour où ils vont faire ça, on va avoir des étiquetages qui ont de l'allure, ces tablettes, parce que tu te retrouves avec 2 fenugrec de 2 compagnies différentes. Puis le fenugrec, Dieu seul sait, c'est une plante qui a à peu près 8 applications thérapeutiques différentes, comme la créatine qui peut servir à plusieurs choses. Puis là, une compagnie va faire sa demande de NPN pour favoriser la production du lait chez la maman allaitante. Puis l'autre compagnie va faire sa demande de NPN pour favoriser utiliser comme auxiliaire pour améliorer la digestion. Les deux ont raison, mais ils ont fait une demande de NPN pour des raisons différentes. Fait que là, ton client achète le fenugrec parce qu'il y a des problèmes digestifs de la compagnie A. Il supplémente, ça va mieux, il digère bien. Le mois d'après, il n'y en a plus sur la tablette, il se fait recommander la compagnie B. Il arrive chez eux, il te rappelle, puis il est sur le bord d'arrêter parce que c'est écrit femme allaitante, tu sais. Puis ça, c'est juste une des aberrations qu'on voit parce que le règlement du NPN fait en sorte que les gens vont payer une fois pour faire une allégation, puis ils font leur choix sur des éléments qui, généralement, ont 2, 3, 4 applications possibles, y compris celles qu'on ne connaît pas encore. Puis ça me ramène à la créatine, parce qu'il y a 4 ans encore en arrière, on parlait à peu près pas de la créatine au niveau cognitif. Puis là, c'est en train d'acquérir sa place dans l'arsenal de ce qu'on peut utiliser au niveau nutritionnel pour soutenir la mémoire là, quand on arrive à un âge avancé. Good. Vince, je vais te laisser... le mot de la fin. Le mot de la fin. On va me donner un petit bout. On va t'en donner un petit bout. Ben écoutez... Mario, on a fait ça longtemps dans un corridor de chez Avril, mais là, c'était rendu plus officiel. C'est intéressant. Merci beaucoup d'emblée, Mario. Grand plaisir. Ben, messieurs, moi, je trouve ça beau. Tu me racontais comment que ça t'avait donné la piqûre, puis je suis certain à vous avoir écouté. Moi j'écoutais beaucoup, mais je connais nos étudiants, je connais notre audience, puis je pense que ça va vraiment contribuer à donner la piqûre à des gens. Merci beaucoup. Puis je tiens, pour mon mot de la fin, ceux qui ont apprécié ça et qui en veulent plus, j'imagine s'ils peuvent faire une recherche Google puis se procurer vos livres, dans le fond. Absolument. C'est Québécois qui publie la majorité. Maintenant, c'est Sogidaes, parce que Québécois, ce qu'ils font, c'est qu'ils, quand ils sortent un livre en tout cas, c'était comme ça en 2015-2016, quand j'ai sorti le dernier, là. Quand ils éditent un livre, ils vont imprimer une batch de quelques milliers d'exemplaires papier qu'ils vont vendre en librairie. Puis... un coût qu'ils constatent généralement après 1, 2 ou 3 éditions pour celui qui a le mieux sorti de mes livres, que ça commence à plafonner un peu les ventes, c'est qu'au lieu de réimprimer une énième, xème version papier, ils vont prendre le livre puis ils le mettent ils le placent chez Sogidaes en copie numérique. Okay. Donc, il y a plusieurs la majorité de mes livres, en fait, sont disponibles encore en format papier chez des libraires qui leur en restent ou en revente sur des endroits où ils revendent des livres sur le web, là. Mais ils sont encore tous disponibles chez Sogidaes en format numérique. À ce moment-là, la personne le lit sur sa tablette ou l'imprime chez elle, mais c'est plus une copie papier. Puis si tu avais à nous dire le livre que tu nous recommanderais, mettons, comme auditoire, parce que là, tu en as 8 ou 9 là, que tu nous disais tantôt,
moi, j'ai aimé celui sur le sommeil. C'est sûr que toi, tu as un regard critique avec le temps parce qu'on sait que la demi-vie de l'information change aussi. Oui. Tu apprends des nouvelles affaires, tu aurais voulu les rajouter, mais ben, tu sais, c'est des volumes qui ont tous assez pointus. Tu sais, il y en a un sur les outils qu'on peut utiliser de façon complémentaire pour la migraine, les céphalées. Un pour la fibromyalgie, la fatigue chronique, les allergies, le sommeil. Donc, c'est tout assez spécifique comme besoin, mais probablement que pour les gens qui sont les plus touchés par ton champ d'expertise puis ce que tu fais, Vincent, je pense que le volume qui s'appelle le syndrome métabolique, le tueur silencieux, rejoindrait pas mal bien le genre de personnes qui doivent te suivre beaucoup, là, beaucoup. J'ai lu, juste le préface sur les allergies puis tout ça. Puis juste au côté technique, c'est très intéressant aussi. La mécanique que ça me ramène, ça m'a ramené beaucoup dans mon parcours d'étudiant. Là. Fait que c'est des beaux ouvrages pour nos étudiants, parce qu'on est des étudiants aussi avec l'IF. C'est ouvrages complémentaires pour en apprendre plus, pour élargir leur champ de connaissances. Moi, je pense que tous les livres sont intéressants. C'est sûr que le syndrome métabolique, pour nous, c'est peut-être directement relié à la clientèle qu'on se retrouve avec, à interagir avec au niveau de l'entraînement, parce que la majorité des gens consultent pour perdre du poids, il y en a beaucoup, ou d'améliorer d'abord leur esthétisme, mais ça passe par un changement de leur santé métabolique. Parce que le client qui arrive dans ton bureau puis qui fait pas du diabète, mais qui est sur le bord, qui fait pas du cholestérol, mais qui est sur le bord, qui fait de l'embonpoint abdominal, qui s'est fait dire que les enzymes du foie étaient un petit peu hautes dans son sang. Tu sais, c'est... À un moment donné, tu sais, avoir une maladie comme un diabète juvénile, puis bien le contrôler, c'est une chose. Ça a ses facteurs de risque qui sont bien connus. Mais d'avoir 4 ou 5 conditions, tu sais, avec une pression sanguine qui est limite normale aussi, qui sont toutes à la frontière du pas normal, c'est des facteurs de risque qui se multiplient, là. Il y en a beaucoup qui sont des bombes à retardement à ce niveau-là, puis qui tombent malades sans jamais avoir fait de cholestérol, sans jamais avoir eu d'hypertension, sans jamais avoir fait de cirrhose. Mais il était sur le bord de tout. Oui, effectivement. Que quand tu as 4 syndrome métabolique, 6 facteurs de risque qui se cumulent, à un moment donné, ça peut faire de toi quelqu'un qui, de un, n'est pas bien dans sa peau, de deux, a besoin de se reprendre en main avant qu'il arrive de quoi de plus sévère. Exact. Super. Puis la dernière chose, c'est sûr qu'il y a des gens que ça va intéresser qui vont... Est-ce que tu es toujours disponible à prendre des nouveaux clients? Pas tellement. C'est ça. Je fonctionne vraiment avec l'ancienne clientèle essentiellement maintenant. C'est un choix que j'ai fait depuis la pandémie. Mais par contre, je suis toujours disponible un après-midi par semaine. J'ai toujours continué à offrir une disponibilité sans rendez-vous chez Avril à Granby, qui est sur la rue Évangéline à Granby. J'ai toujours gardé une après-midi par semaine disponible de même. Donc, il y a des gens qui veulent discuter de choses qui peuvent se faire au niveau complémentaire, toujours, peuvent le faire avec moi les samedis après-midi. Je suggère tout le temps aux gens d'appeler avant de se déplacer s'ils viennent pas de la région immédiate de Granby, parce que ça peut arriver un samedi, je ne sois pas là. C'est rare, mais ça peut arriver. Là. On a le congrès de l'ANAC qui s'en vient. Mais en général, ça va bien. Ouais. En général, ça va bien parce que je suis là de l'heure du midi jusqu'à la fermeture. Donc, comme je dis tout le temps à quelqu'un qui appelle pour vérifier si je suis là, venez entre 5 et 7. C'est généralement ça tombe un peu plus tranquille, donc c'est plus espacé. Merveilleux. Merci beaucoup encore. Plaisir. Merci, messieurs.